Voilà, bonne soirée. Voilà, bonsoir donc à tous. Merci de m'accueillir dans cette belle région que je ne connais fort peu. Alors si certains d'entre vous ne sont pas encore venus en Bretagne, vous voyez que dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. J'espère que nous allons passer un moment agréable ensemble à découvrir donc cet épisode de l'histoire de la peinture qui est fort connu, à vrai dire, des spécialistes, mais encore assez méconnu du grand public. Ça n'a vraiment rien d'étonnant. Si effectivement Gauguin a une histoire qui marque l'histoire maintenant mondiale, puisque vous savez qu'avec Van Gogh, les œuvres de Gauguin sont les plus chères au monde aujourd'hui en vente publique. Elles ne sont même plus facilement assurables par même les plus grands musées du monde. Quand il est mort, donc il est né en 1848 à Paris et il meurt en 1903. Dans une petite île des Marquises, dans un état de santé d'ailleurs absolument effrayant. Eh bien, quand il meurt en 1903, il n'y a que l'élite intellectuelle française qui connaît son travail et qui apprécie effectivement l'évolution de sa peinture. Pour ce qui est du reste, il est véritablement totalement inconnu et les œuvres qui sont dans sa case au moment où il meurt sont sauvées par Victor Ségalen, qui est un sinologue, un écrivain, un ami proche de Gauguin, qui va ramener un certain nombre de toiles à Paris, qui va sauver un grand nombre de choses et qui va organiser, lui et certains de ses amis, la première exposition sur Gauguin qui va, entre guillemets, marcher en 1903. Alors c'est un grand classique, malheureusement, Gauguin n'aura pas l'occasion de profiter de sa renommée et de profiter de son travail, il meurt avant. Alors évidemment, les rétrospectives nombreuses et variées, les ouvrages, tout ça, ça a pu se refaire et maintenant Gauguin est connu par tout le monde. Mais nous allons ce soir voir qu'il y a des petits aspects, effectivement, de son travail qui restent encore certainement à redécouvrir et à certainement approfondir. Alors j'ai donné comme titre à cette conférence le laboratoire du Pouldu parce que dans ce petit espace breton, effectivement, le terme de laboratoire convient puisqu'il va réfléchir, il va organiser ses idées, il va s'enraciner dans son travail et il va effectivement donner aux autres aussi, donner à tous ceux qui vont passer le voir, à ses amis, à ceux qui passent parfois par hasard aussi, l'occasion de réfléchir et de faire évoluer leur propre travail. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot laboratoire. Vous savez que parfois on fait des trouvailles en laboratoire tout à fait par hasard. Beaucoup de trouvailles en sciences d'ailleurs se font par hasard, par accident. Eh bien, les rencontres que Gauguin va faire là-bas feront aussi des sortes d'accidents qui vont provoquer des carrières, provoquer aussi pour les générations suivantes un chemin dans l'histoire de la peinture. On peut dire de toute façon qu'il y a un avant Gauguin et un après Gauguin. Alors, nous allons commencer donc cette démarche ensemble. La première partie est consacrée à, je dirais, une introduction. On va se refaire l'œil et reprendre un petit peu les choses en amont pour cadrer un petit peu non seulement les dates, mais le début de la carrière et de l'histoire de Gauguin. Il ne naît pas peintre, évidemment. Il arrive comme tout le monde et il est issu, je dirais, d'une jeunesse familiale qui a aussi fondamentalement son importance parce qu'on verra justement dans le décor qu'il va réaliser au Pouldu combien sa mémoire d'enfant et l'influence qu'a pu avoir les premiers voyages et son enfance surtout au Pérou vont effectivement marquer son travail. Alors voilà le visage de Gauguin jeune, on le connaît plus sous des angles je dirais, au moment où on le voit un peu plus âgé, marqué quand il est déjà dans son histoire de peintre. Là, la photo que je vous montre est la photo d'un tout jeune homme, qui à l'époque, honnêtement, ne pensait certainement pas à un seul moment, une seule minute, au fait qu'il serait un jour avec un crayon ou un pinceau à la main. Ce n'est pas pour ça d'ailleurs qu'il ne s'intéresse pas à autre chose, mais quand il est donc tout jeune enfant, il va être amené dès 1850, donc il a 2 ans. Sa mère, il perd son père et sa mère va l'emmener en Amérique du Sud, au Pérou, voir l'oncle de celle-ci, donc qui à Lima.
Et à cette époque, il va donc être marqué entre l'âge de 2 ans et l'âge de 7 ans, âge à laquelle il va revenir en France dans la belle ville d'Orléans. Eh bien, il va avoir une petite enfance tout à fait extraordinaire, émerveillée, au contact de la lumière. Il ne faudra jamais oublier ça. Je crois que le premier impact sensitif sur Gauguin est avant tout la couleur vive et la lumière qu'il va voir justement au Pérou. Il va également découvrir, écouter d'autres gens, des gens qui ne sont pas d'origine française. Il va être plongé dans le monde évidemment espagnol, mais aussi et surtout, il va avoir de la part effectivement de sa grand-mère et de son grand-père une connaissance de la culture péruvienne, de la culture, je dirais, traditionnelle, en particulier de la religion chamanique, qui n'était pas du tout forcément enseignée dans tous les milieux, mais il faisait partie, là, il y avait un milieu qui était particulièrement ouvert, particulièrement cultivé, et qui avait l'intelligence de regarder aussi les autres cultures. Alors, à cette époque, on est quand même encore dans des années où c'est pas tout à fait les habitudes, mais Gauguin va garder inconsciemment le souvenir de ces choses-là, et vous allez voir que ça va effectivement ressurgir. Alors, je vous montre ici, vous allez me dire, on n'est pas au Pérou, je vous montre ici une œuvre d'Hippolyte Lallès. C'est pour faire des correspondances par rapport aux années. Nous sommes bien donc dans les années, dans ces années 1830. Qu'est-ce qui se passe en Bretagne en 1830 ? Eh bien, en 1830, alors que Gauguin, je veux dire, on est dans un autre espace en Amérique du Sud. En 1830, dans ces années-là, ça commence vers 1810, mais en 1830, on est plus, déjà, ça s'épanouit un petit peu plus. On est dans la première découverte de la Bretagne. On a donc des premières personnes qui vont voir là-bas. Alors, le Breton est considéré comme non pas comme un sauvage, mais comme quelqu'un d'assez exotique à aller regarder de près. Ces gens qui sont envoyés par des galeries parisiennes partent parfois plusieurs mois, reviennent régulièrement, plusieurs années de suite d'ailleurs, et vont faire des croquis et des recensements des costumes. Alors ça commence comme ça, cette histoire d'attraction pour la Bretagne. La première génération, celle d'avant Gauguin, donc, va venir travailler ce genre de choses. Ici, vous avez donc Hippolyte Lallès, qui est le plus connu, qui a fait un carnet de dessin absolument extraordinaire. Sans lui, aucun festival, ni celui de l'Interceltique de Lorient, ni d'autres d'ailleurs, n'aurait pu voir le jour, parce qu'il a mémorisé des costumes qui aujourd'hui ont totalement disparu, et qu'on a pu refinaliser par la suite. Alors ici, vous avez justement, j'ai choisi parmi tous les costumes qu'il avait fait, Lallès, je vous montre le costume de Pont-Aven de l'époque. Vous voyez qu'il a même un tout petit peu évolué par la suite, il a continué à se travailler. Alors le travail était simplement de faire un rehaut de couleurs à l'aquarelle pour donner le sens des matières et des velours et des rubans, et de donner aussi le devant et le derrière des costumes féminins et masculins. D'ailleurs, là, évidemment, j'ai montré l'aspect effectivement féminin. Alors là voilà, donc la grand-mère de Gauguin, c'est pas n'importe qui cette grand-mère. Elle s'appelle Flora Tristan. C'est une femme assez exceptionnelle. Elle a vécu donc en Amérique du Sud, mais elle est venue aussi travailler en France. C'est une femme qui a un regard sur l'évolution sociale assez étonnant. C'est une des premières féministes françaises. C'est quelqu'un aussi qui a un regard sur le monde ouvrier extrêmement juste, extrêmement analytique. C'est une femme très intelligente et elle a évidemment ouvert l'esprit de Gauguin, non seulement à l'analyse, mais aussi à la comparaison et au regard sur l'autre. Et je pense qu'il faut ne pas oublier du tout l'influence de cette grand-mère qui est tout à fait fondamentale et fondatrice dans sa façon de fonctionner. Alors, petit clin d'œil quand même à cette enfance péruvienne. Il va y voir, et on peut comparer ça à ce qui va se passer pour Picasso beaucoup plus tard avec l'art africain. C'est pas tout à fait dans le même contexte, mais tout de même, si Picasso va évoluer après dans sa peinture avec les demoiselles d'Avignon qui vont totalement faire basculer l'histoire de son travail à partir de masques africains qui sont dans son atelier, eh bien, Gauguin, c'est pareil. Il va rentrer du Pérou avec
avec sa mère, mais ils reviennent avec des objets. Ils reviennent avec des objets péruviens qui vont être posés comme ça dans la maison, sans plus, mais qui vont dans l'imaginaire de cet enfant qui a un œil certainement extrêmement sensible dès le début. Ces objets vont se poser, vont se mettre dans sa mémoire et on va les retrouver plus tard, vous allez voir, dans son travail effectivement curieusement breton. Alors voilà le grand-père, bon, qui lui faisait partie d'une lignée aragonaise noble qui remonte à assez longtemps, mais qui avait la particularité de s'être mélangé un petit peu je dirais, la vie des Péruviens sur le site de Lima. Donc on peut dire que Gauguin a un regard aussi avec ce grand-père qui est très ouvert aux autres civilisations et au contact avec les gens de couleur, ils sont très ouverts à ça, il va apprendre à respecter effectivement ceux qui ne sont pas comme lui, hein, ceux qui ne sont pas forcément d'origine blanche, catholique, etc. Je le répète, ce n'est pas si courant que ça, et effectivement, il a aussi, lui aussi, joué un rôle dans ce sens. Alors, Gauguin va avoir une enfance relativement difficile avec cette mère qu'il élève seule, qui va d'ailleurs être obligée d'aller travailler à Paris. Il est élevé d'ailleurs plus particulièrement par son autre grand-père quand il rentre en France. Et finalement, cette adolescence un peu difficile va lui donner l'envie à 17 ans de prendre le large. Hein. Bon, c'est pas nouveau. La jeunesse en général, quand ça se passe forcément très bien, on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il le fait. Donc il va prendre un métier, le premier métier de Gauguin, vous voyez, c'est très éloigné de la peinture, il va être pilotin sur les bateaux. Hein, il va faire 2 fois d'ailleurs dans ce contexte le tour du monde. Il va donc être pilotin entre 1865 et 1871. Il va dans ce cadre-là aller dans différents pays. Dans ces années-là, qu'est-ce qui se passe en France ? Quelle est l'histoire de la peinture dans ce contexte chronologique ? Eh bien, nous sommes dans une petite évolution qui va préparer à l'impressionnisme. On est dans la période d'une école qui vous est peut-être connue comme ça, qui est l'école de Barbizon. Hein, on est un petit peu à l'extérieur, on est du côté de la forêt de Fontainebleau, à l'extérieur de Paris. Pourquoi ça se passe à Barbizon ? Tout simplement parce que c'est une des premières lignes de train qui va amener les gens qui veulent travailler en extérieur, qui vont donc par cette petite ligne aller plus facilement dans la forêt de Fontainebleau, et qui vont travailler quoi ? Qui vont travailler d'après ce qu'on appelle d'après nature, c'est-à-dire on va commencer à travailler les effets atmosphériques, la lumière, et aussi non plus travailler des sujets, des thématiques traditionnelles, mais finalement raconter un petit peu ce qui se passe dans la réalité. Donc des personnages sont campés dans la nature, et ce qu'on trouve la plupart du temps, c'est déjà une touche assez large, assez ample, et on a des petits personnages comme ça qui sont perdus. Là on voit un peintre qui est en train de travailler, et souvent on a des petites touches de bleu ou de rouge, surtout de rouge, qui commencent à apparaître, et c'est en fait cette petite touche de rouge, c'est le début des touches impressionnistes. Les impressionnistes vont prendre le relais, la suite de l'école de Barbizon. Alors là, voilà c'est un portrait de la maman de Gauguin. Vous voyez que elle était très, très jolie, très douce, très tendre. Gauguin en parle d'ailleurs de manière effectivement très, très affective au fur et à mesure de sa correspondance. Il commencera d'ailleurs un journal fort tôt. Ça nous aide beaucoup d'ailleurs dans la connaissance de son travail. Son journal et la correspondance assez ample qu'il va avoir avec beaucoup de monde. Alors pourquoi je vous montre une noix là ? Vous allez me dire, c'est bizarre. Eh bien, tout simplement parce qu'on va retrouver cette thématique, qui est une thématique qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres et de l'école de Barbizon et habituelle dans les paysages français de l'époque, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de voix qui se promenaient comme ça dans les champs, mais ce détail de l'oie n'est pas si simple que ça. Il est très important même, parce que l'oie, en fait, dans le monde chamanique péruvien, l'oie représente l'oiseau de la connaissance, fait partie des animaux qui sont respectés là-bas, qui font dans cette civilisation qui est un petit peu basée sur les liens entre l'au-delà et les individus sur Terre. L'animal a son rôle de passeur. Et il y a plusieurs animaux, il y a le renard aussi qui va jouer un rôle important dans cette affaire, mais l'oie est un des éléments
fondateur de cette religion. Et Gauguin, enfant, voit ça, enregistre cette donnée, et quand il va retrouver les oies qui sont fort nombreuses en Bretagne, eh bien, il va se rappeler de ce symbole et il va en jouer de manière extrêmement sérieuse et intéressante dans son décor, effectivement, du Pouldu. Alors, il voyage, entre autres, il va s'arrêter plusieurs fois à Rio de Janeiro. On dit que ses premières amours datent de là, on en a des preuves d'ailleurs. Hein, la première femme qu'il a aimée était une femme beaucoup plus âgée que lui, qui était une grande bourgeoise, qui va lui apprendre également un certain nombre de choses et certainement aussi qui avait une très belle collection de peintures, donc qui va aussi lui, entre autres, aussi lui exercer l'œil. Ça fait partie des jalons. Qui sont importants à comprendre et qui vont effectivement l'amener petit à petit à lui-même prendre de manière accessoire, il est vrai, mais au bout d'un moment, il va finir par prendre aussi des cours, du soir, bien sûr, au début, mais à prendre le pinceau et le chevalet lui-même. Alors, regardez cette petite toile qui vous paraît relativement, peut-être même inintéressante, vous pouvez me le dire, ou même relativement sombre, sans intérêt, enfin bon, eh bien figurez-vous que c'est une des premières toiles de Gauguin. Alors ça vous étonne peut-être, parce qu'on est quand même très très loin certainement de ce que vous avez en tête quand on parle de Gauguin, c'est-à-dire les aplats de couleurs, des choses très colorées, très structurées. Voilà comment il a commencé. Vous voyez comme quoi tout le monde a une évolution, même un génie comme lui. Donc il va, dans cette période-là, passer à un autre métier. Il quitte son métier, il en a assez de voyager, il va rentrer sur Paris, et par relation, grâce à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Arroza, qui est quelqu'un d'origine espagnole, que son oncle donc connaît fort bien, il va être recommandé dans une banque, il va être agent de change. Bon, c'est un métier comme un autre, qui était assez, ma foi, à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, quand tout va bien au niveau de la bourse, assez lucratif. Et il vit relativement bien, tranquillement à Paris, il a les moyens de suivre des cours, il a les moyens aussi, finalement, de fréquenter certains salons, et c'est dans ces salons qu'il va rencontrer son maître, celui qu'il considère comme étant vraiment la personne qui va le faire avancer, et surtout le faire basculer dans la carrière, c'est Pissarro. Pissarro a formé beaucoup de gens, mais on peut dire que sans Pissarro, Gauguin n'aurait sans doute jamais existé, ou en tout cas ne se serait jamais mis à peindre. Alors, il va effectivement avoir l'occasion de travailler avec lui. Voilà ce qu'il écrit à l'époque. Il est tout à fait conscient, je pense que comme Picasso, Gauguin était conscient dès le départ de sa valeur, de son travail, de ce qu'il était capable de faire. Mais vous voyez que là, à ce moment-là, il est tout à fait aussi conscient qu'il part de rien. Il dit « je ne suis qu'un amateur, n'étudiant l'art que la nuit et les jours de fête », donc il me remet bien les choses en place. Mais je sais que la couleur, et ça c'est bien sûr l'impact de Pissarro, vibratoire comme la musique, atteint dans la nature sa force intérieure, qu'il serait intéressant de l'attraper. Alors on est bien là dans la Genèse et dans l'obsession que va avoir Gauguin toute sa vie, c'est d'attraper cette lumière, de la transformer et de mettre dans ses tableaux cette sorte de palpitation, cette sorte d'élément vibratoire qui va faire la force et le génie de son travail. Cette espèce d'idée obsessionnelle va le prendre dès le début et il ne va jamais, absolument jamais la lâcher. Alors, voilà une œuvre de Pissarro. On voit effectivement le travail typique de Pissarro. Nous sommes donc dans la génération qui suit, totalement impressionniste, avec cette fameuse touche vibratoire qui est basée sur la pose de couleurs complètement non mélangées, dont la pose, d'ailleurs, si vous regardez une œuvre impressionniste à quelques centimètres, c'est absolument illisible, c'est même très difficile à regarder, parce qu'il faut être à au moins 40 cm de l'œuvre pour que les touches se mélangent dans la rétine et donnent réellement la couleur que l'on veut faire passer. Alors, cette école impressionniste va être le premier creuset de Gauguin. Il ne va pas du jour au lendemain comme ça se lever un matin en disant « tiens, je vais faire ma peinture, ma façon à moi ». Bien entendu qu'il va apprendre auprès des conseils des uns et des autres et de cette génération-là qui suit Barbizon et qui donc a pris aussi l'habitude de travailler en plein air avec des sujets qui sont des sujets proches de l'évolution sociale,
hein, on est très sensible à cela, et qui va aussi travailler sur justement cette espèce de vibration de la lumière qui est sans doute le sujet principal du travail impressionniste. Alors, mélangeons, je dirais, travail intellectuel et vie affective. Gauguin va avoir, à l'occasion de ses visites chez Arosa, qui est aussi un très grand collectionneur, qui possède des Corot, qui possède des Renoirs, qui possède une très très belle collection. Là aussi, Gauguin va faire son œil et va faire son miel de tout ça, hein. Et à l'occasion des visites chez ce monsieur, il va rencontrer une jeune femme très jolie, qui a beaucoup de personnalité, qui s'appelle Mette et qui est d'origine danoise. Cette femme, il va avoir véritablement un coup de foudre. Elle est très froide, très distante, très jolie, très intelligente aussi, et d'une famille, une grande famille bourgeoise avec une grande culture. C'est une musicienne, c'est elle qui va lui donner des cours de piano. Et c'est pour ça que Gauguin, quand il va arriver au Poulu, la première chose qu'il fera, c'est faire venir un piano. Ça va étonner beaucoup les paysans du coin, bien entendu, hein. Mais Gauguin était aussi passionné, on ne le dit pas assez souvent, passionné de musique, grâce à son épouse qui va l'initier à ce genre de choses. Alors voilà, on ne connaît pas beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Il a fait le buste de sa jeune femme, hein, voilà, je vous en montre ici un détail. Voilà, Mette au moment de son mariage. On montre souvent des photos d'eux beaucoup plus au moment où ils sont plus âgés, où le couple est plus en difficulté et où Mette a un visage beaucoup plus dur. Mais au départ, elle était une jeune femme extrêmement ravissante. Alors voilà le travail, une des premières toiles. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais j'ai choisi celle-ci. C'est les environs de Paris. Hein, voilà le travail de Gauguin. Vous voyez que déjà par rapport à la première, ça a quand même sérieusement évolué, hein, il sort de la lumière, il essaye de donner une composition un petit peu plus originale. On est déjà dans quelque chose qui est plus basé sur le travail en hauteur, mais originalité, bon, pas extrême. On est dans quelque chose qui a la thématique impressionniste, ni plus ni moins, hein. On n'est pas encore dans l'exercice d'une personnalité qui est sortie de la gangue, hein, et qui a véritablement sa touche personnelle. Alors il va évoluer au fil de sa vie de couple dans plusieurs décors divers et variés à Paris. Hein. Il s'y trouve bien d'ailleurs. Il va également avoir des influences autres. Il va y avoir aussi plus l'influence cézannienne et une influence un petit peu plus structurée. Il va regarder aussi ce qui se fait dans le domaine de la nature morte, qui l'intéresse beaucoup. Il n'est pas simplement intéressé par le paysage. Par contre, il ne s'approche pas encore du travail effectivement de portrait qu'il trouve trop difficile à faire, auquel il réfléchit beaucoup, mais qu'on ne voit pas apparaître dans ses premières années du tout encore dans son travail. Alors là voilà Mette, vous voyez qu'elle est jolie et élégante. C'est vrai qu'après on a des photos qui sont un petit peu plus marquées. Ils se marient tous les deux en 1873, là où on a les deux premiers enfants, hein. Il va y en avoir cinq enfants de cette union. On dit souvent, et trop souvent, que Mette a abandonné Gauguin, qu'elle est repartie dans sa famille. Il est vrai qu'au moment où il décide véritablement de partir en Bretagne et de franchement rentrer dans la carrière artistique, elle va essayer, elle, de retourner là-bas. Elle était enseignante et elle a aidé beaucoup au départ son époux en envoyant des subsides, en l'épaulant. Ils s'écrivaient énormément, hein, ils avaient une correspondance très suivie. Elle va quasiment ne jamais perdre le fil, hein, entre lui et elle. Il y aura toujours un échange. Il est vrai que pour elle, ce sera difficile, tout de même, avec ses 5 enfants à charge, de suivre totalement son époux jusqu'à la fin. Hein. Il y a un moment donné où il y a effectivement une rupture, mais au départ, c'est un couple aimant. Et le regard de Mette, son attitude bienveillante et sa fibre aussi musicienne va étonner et en tout cas accompagner Gauguin au début de sa carrière. Alors un autre personnage qu'il ne faut pas oublier dans ces années, on va dire, où il était agent de change, donc il fait de la peinture que par épisode. C'est à peu près 10 ans, 1872-1882. Il va rencontrer Schufenecker. Schufenecker est quelqu'un qui fait le même métier que lui, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Ils travaillent à la bourse tous les deux, hein. Et Schufenecker est déjà un petit peu plus avancé dans son choix artistique.
Et ici, vous avez l'atelier de Chouf avec son épouse. Ce n'est que la partie d'un tableau qu'a fait Gauguin. J'ai fait une partie. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer derrière, ici, les influences qui nourrissent ces artistes à l'époque. Bien sûr, il y a la famille impressionniste qui est juste derrière, mais il commence à venir aux oreilles des uns et des autres une autre tendance tout à fait importante dont Gauguin va véritablement tomber amoureux et dont il va énormément se servir, c'est l'influence des estampes japonaises. Vous en voyez une ici qui est épinglée tout simplement au mur, hein, ce qui fait bondir effectivement les amateurs aujourd'hui, mais c'était comme ça qu'on les faisait circuler dans Paris, un petit peu sous le manteau, puisqu'il y avait quand même pas mal d'estampes qui étaient là, largement grivoises. Alors au départ, ça a eu beaucoup de succès pour ce sujet-là, mais enfin, il n'y avait pas que ça. Par contre, effectivement, vous voyez l'influence que ça pouvait avoir, hein, sur la composition et l'organisation, en particulier du sujet des natures mortes. Tout petit à petit, on a commencé à simplifier les choses, à organiser les masses de couleurs avec des cernes noires. Tout ça, ça vient bien de l'estampe japonaise, et à composer des sujets de manière beaucoup plus simplifiée, hein, beaucoup plus aussi, avec moins d'épaisseur, comme chez les impressionnistes, avec beaucoup plus d'aplat. Et ça, par contre, ça intéresse énormément Gauguin. Alors nous sommes donc dans les années, on va dire 1880. Alors la Bretagne, dans les années 1880, tout à l'heure on parlait des années 1830-1850, ben, regardez ce que ça donne. C'est pas terrible, enfin c'est pas terrible. Au niveau de l'iconographie, on a quelque chose de très... qui fait fantasmer beaucoup les Parisiens d'ailleurs, hein, mais de très rétro. C'est une vision un petit peu rêvée, un petit peu romantique de la Bretagne. On n'est pas tout à fait dans la retranscription réellement ethnographique, hein. On se focalise sur le côté des costumes, sur les façades anciennes, sur le travail des meubles. Aussi les lits clos sont très à la mode. On va voir également le côté un peu pieux du paysan breton. C'est assez obsessionnel, hein, le sujet de la prière, etc. Bon, ce sont un peu des poncifs, on va dire, hein, pour résumer les choses, mais ça marche très très bien, hein. Les Parisiens adorent, ils achètent en masse des gravures. On a pas mal d'albums qui circulent, qui montrent effectivement des vues comme ça très pittoresques. On parle du pittoresque d'ailleurs, et c'est cette image-là, hein, que Gauguin a de la Bretagne. Alors vous voyez que c'est très très loin de ce qu'il va non seulement découvrir, mais de ce qu'il va nous offrir par la suite quand il va venir chez nous, hein. Mais au départ, voilà, hein, voilà ce qui circule à Paris. Ça lui donne quand même envie, on entend parler que non seulement bon, des Français commencent à y aller, mais que les Américains sont déjà là-bas. Hein. Les Américains ont précédé, les peintres américains nous ont précédés, hein, et ceux qui sont d'abord à Pont-Aven, ce sont les Irlandais et les Américains, bien avant les Français. Et c'est parce que les Américains qui reviennent dans les académies non classiques, donc ceux qui qui suivent les cours des écoles qui ne sont pas à l'école des Beaux-Arts à Paris, parlent de cet endroit un petit peu magique en Bretagne, que Gauguin va avoir, à un moment donné, avec ses amis, aussi envie d'y aller. Alors voilà une œuvre ici typique de cette expérience japonaise. Tout à l'heure, c'était peut-être un peu éloigné quand je vous disais qu'il y avait des cernes noires, hein, qui cernent, voilà, par exemple, l'espace de la montagne ici. Vous avez une structuration qui est très rythmée, hein, et vous avez des couleurs qui sont mises, je suis allée un petit peu vite là, des couleurs qui sont mises en aplat. Hein. On le voit ici. Alors vous avez la série des Okuzai ou d'autres grands ici, hein, qui vont effectivement marquer de leur influence. En plus, l'estampe n'est pas très chère, c'est pas du tout le prix d'un tableau, donc ça circule beaucoup plus facilement. Et vous allez avoir beaucoup de collectionneurs qui vont commencer à se faire des collections assez importantes dans ce domaine, y compris Gauguin, qui commence à collectionner les estampes japonaises. Et une autre forme d'image qu'il aime beaucoup, qui va aussi le marquer au début de son travail, c'est les images d'Épinal, qui sont un peu basées sur la même chose. Les images d'Épinal sont aussi très colorées, très marquées par des masses de couleurs assez simplifiées et racontent souvent des histoires traditionnelles, comme dans les estampes, en l'occurrence dans les estampes japonaises. Alors le voilà, Gauguin, c'est une des premières photos, une des plus anciennes que l'on ait de lui au travail, avec sa palette, où on le voit déjà très, très attentif, hein. Elle n'est pas si connue que ça, cette photo, on la voit moins circuler que les autres. Il est dans le jardin de Pissarro, là, en train de travailler, donc au tout début, au moment où Pissarro lui dit, il y a quelque chose chez toi, il faut absolument que tu ailles plus loin.
Gauguin dit oui, bon, c'est bien pour se détendre, mais à aucun moment il ne pense réellement que c'est sa voie et qu'il va en faire effectivement carrière. Il est assez taraudé par la recherche de manière instinctive, c'est dans son état d'esprit, dans sa nature, mais il n'a pas encore du tout décidé d'en faire véritablement sa route de vie. Alors en parlant de route, il se promène, il va dans la région par exemple de Rouen. Ici vous avez le travail. Des choses qu'il préférait faire à l'époque, c'était des représentations qui se transformaient en éventail. Alors on a bien l'influence là, totalement japonaise. Vous voyez ici une œuvre qui est une collection privée. Donc on a la forme tout à fait qui est prise des formes des éventails japonais, mais bon, le style est très impressionniste et les sujets sont les bords de fleuves, des sujets qui sont assez retranscrits également dans le cadre impressionniste traditionnel. Voilà la maison de Pissarro où il va passer de très très nombreux week-ends, où il va aussi partager la vie d'un certain nombre d'autres artistes. Et il a véritablement une admiration totale pour Pissarro. Voilà ce qu'il dit de lui, d'ailleurs, en 1880. C'est une très bonne analyse. On voit déjà que Gauguin, et ce sera son fort d'ailleurs à cet homme, non seulement ça va être un artiste complet, mais c'est aussi un concepteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable d'expliquer son travail et d'analyser les choses, d'en faire la synthèse. On peut être un très bon artiste et ne pas forcément arriver à parler de son travail. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Mais lui va très tôt savoir expliquer, savoir analyser non seulement sa peinture, mais celle des autres. Et c'est pour ça sans doute que l'on dit qu'il était enseignant. Il n'était pas tellement dans son caractère de communiquer, il n'était pas quelqu'un de très jovial, Gauguin, pas vraiment. Mais par contre, on le fait passer pour un enseignant parce que sans doute, effectivement, dans ses écrits, et quand il parlait aux autres sans forcément avoir le côté didactique, il choisissait ses mots et il avait une analyse tout à fait juste. Alors voilà ce qu'il dit sur Pissarro. Si loin que soit le sujet, Pissarro sait se déranger pour l'examiner, en faire le tour. C'est bien la démarche impressionniste, montrer non seulement tous les aspects d'une meule de foin, par exemple, pour prendre un exemple tellement connu, mais montrer aussi la meule de foin à toutes les heures du jour, éventuellement, ou à toutes les saisons. C'était bien la démarche impressionniste. Il en donne alors une vision intuitive. C'est un art de belle race, un maître que je ne renie pas. Alors dit dans la bouche de Gauguin, qui avait quand même, qui à la fin de sa vie avait une conscience de lui, un ego un petit peu fort. C'est le cas souvent des génies, eh bien le fait qu'il reconnaisse réellement, qu'il l'écrive, il va le réécrire souvent, que c'était son maître, ça met bien en valeur et en exergue le rôle qu'a joué cet homme qui, autrement d'ailleurs, dans l'histoire de la peinture, est resté très en retrait. Quand vous nommez des impressionnistes, vous n'allez pas forcément considérer que Pissarro est un des plus grands. Vous avez Renoir et d'autres qui passent bien avant lui, et pourtant, sur le plan de l'enseignement, c'est certainement Pissarro qui a eu le rôle le plus impressionnant dans ce contexte. Alors le voilà avec Cézanne par exemple. Pissarro a formé Gauguin et Cézanne, rien que ça. Donc vous voyez un petit peu l'influence que ce petit bonhomme, tout sec comme ça, qui était très timide, toujours derrière, qui ne se mettait jamais en avant, le rôle important qu'il a pu avoir dans l'histoire de la peinture. Alors voilà encore une œuvre de Gauguin. Vous voyez qu'au début, il n'y a pas du tout de genèse de style, de choses particulières. Bien sûr, il maîtrise très vite. Effectivement, pour quelqu'un qui n'a pas de formation, qui n'a pas fait d'école des beaux-arts, par exemple, traditionnelle, il apprend très vite. Mais il n'y a pas encore véritablement de déclic et de choix personnels. Alors, j'ai choisi une photo qui est assez amusante parce que pendant tout ce temps-là, eh bien, on a l'autre grande affaire dans Paris, en dehors de l'évolution de la peinture. Eh bien, la grande affaire des Parisiens, bien entendu, c'est cette fameuse horreur, parce que tout le monde l'a considérée comme une horreur à l'époque, un cauchemar même. Donc la fameuse grande dame qui est en train de se monter, et qui va donner l'occasion de fêtes extraordinaires au moment de l'exposition universelle de 1889.
Au début, je peux vous assurer que tout le monde se bat pour effectivement qu'éventuellement ça ne se fasse pas. Il y a d'ailleurs une signature de pétition à l'époque qui est assez étonnante avec des noms de gens. Quand on lit la pétition, on est assez étonné de voir que certains étaient tout à fait contre alors qu'ils avaient intellectuellement tout à fait la possibilité de considérer que c'était peut-être une bonne idée. Alors, autre chose que Gauguin va voir comme ça, circuler dans les galeries, en particulier une galerie qui est très très importante à l'époque, qui existe toujours, hein, c'est toujours la même famille qui gère cette galerie aujourd'hui à Paris, elles ne sont pas si nombreuses hein, qui ont eu une façon pérenne d'évoluer, c'est la galerie Durand-Ruel. Alors Durand-Ruel est un des très grands marchand qui a compris d'instinct que l'avenir de la peinture, non seulement c'était dans les impressionnistes, et je peux vous dire qu'il n'y en avait pas tant que ça qui y croyaient à l'époque, donc il va non seulement ouvrir les portes de sa galerie à l'impressionnisme, mais il va aller beaucoup plus loin que ça. Il va comprendre, ou faire comprendre en tout cas aux artistes qui ont envie de le faire, qu'on peut aller dans d'autres régions, en particulier la Bretagne et la Normandie, ce sont les deux premières régions qui vont être visées par les peintres, et que s'installant là-bas, finalement en signant un contrat avec lui, je dirais, mensualise son artiste. Alors c'est formidable, hein, les artistes qui, du jour au lendemain, pouvaient ne pas avoir ou quasiment pas à manger, sauf les grands, bien sûr, qui vendaient beaucoup, mais enfin, ils n'étaient pas tant que ça à l'époque. Donc ça donnait, je dirais, une sécurité. L'artiste pouvait partir, il pouvait travailler tranquillement. Bon, en échange, évidemment, la galerie achetait systématiquement toute l'œuvre, demandait une production évidemment assez importante hein, et se réservait évidemment le droit de garder pratiquement le tout de ce qui était produit. Alors, Henri Moret, hein, M-O-R-E-T, Henri Moret est un des premiers qui va s'installer hein, dans la région qui nous occupe, donc la région qui était à la limite du Morbihan et du Finistère, l'Orient un petit peu, après il va venir, c'est un des tout premiers qui vient au Pouldu, hein, et Gauguin a pu voir un certain nombre de ces toiles. Voilà une jeune femme en train de garder les vaches avec cette race campagne, avec les ajoncs et les ajoncs en fleurs, et toujours la mer en arrière-plan, un peu comme un décor de théâtre qui serait planté derrière la scène, avec toujours cette vision plutôt agreste et tranquille de la campagne au premier plan. Vous voyez que la facture est toujours la même, impressionniste, relativement moins épaisse peut-être que les impressionnistes plus classiques et plus parisiens, mais on est là dans la première génération qui va donc choisir de s'enraciner en Bretagne et qui va envoyer tranquillement sa production à Paris. Donc Gauguin a eu l'occasion de voir dans des vernissages ou dans des vitrines. Durand-Ruel était quand même une des galeries qu'il fallait fréquenter, qu'il se fallait de fréquenter. Hein. Il a eu certainement les premières vues hein, bretonnes à l'occasion de ces promenades et de ces rencontres avec Durand-Ruel. Alors, pour faire l'opposition, voilà un petit peu les dessins et les gravures à la mode qui circulaient, hein, et qui ont circulé jusque dans les années 1900, presque dans les années 1930, hein, je vous rassure. Voilà la vision traditionnelle qu'on pouvait avoir de la Bretagne. Vous voyez, tout y est, le costume, le joueur de biniou, le côté paupériste avec l'enfant pieds nus, le lit clos, etc., le côté pieux, enfin on a la coiffe, bien entendu. Bon, on réunit tous ces poncifs, si possible, au maximum sur la même image. Et ça marche très bien. Vous voyez bien qu'il y a un côté quand même forcément largement artificiel dans cette affaire et que bon, c'est pas forcément cette image-là qui peut donner envie de venir voir un petit peu ce qui se passe de plus près. Par contre, des peintures comme celle-ci. Hein. Ici, vous avez une peinture de Louis Noël, qui était quelqu'un, donc, je dirais, plus proche encore de la façon traditionnelle, façon Barbizon, hein, qui a une facture quand même plus proche de celle de Courbet ici que celle des impressionnistes. Mais vous voyez qu'il y a un jeu de lumière qui est très beau. Et ici, vous avez donc une œuvre qui date des années 1880 et qui montre la Laïta. Donc la Laïta dont vous parlait votre président tout à l'heure, hein, qui est la petite rivière qui sépare effectivement le Morbihan du Finistère à l'endroit où je vais vous amener donc tout à l'heure. Donc
ce genre de toile avait l'aval traditionnel et officiel du salon. Vous savez que si on voulait se faire l'œil et un petit peu avoir une culture picturale à l'époque, on allait, ça se faisait, on allait tous les ans voir le salon officiel qui ouvrait ses portes et qui montrait, on va dire, la facture traditionnelle et académique. Ici, on est dans une facture beaucoup plus académique que les impressionnistes. Les impressionnistes sont mis sur la touche à cette époque-là. Ils ne font pas partie des salons officiels. Ils vont même d'ailleurs fonder leur propre salon. Au moment où Gauguin décide de devenir peintre, on en est au 6e salon impressionniste seulement. Il va y en avoir 8 des plus importants. Ils font leur salon à part puisqu'on ne veut pas d'eux. Donc, la facture la plus connue à Paris, celle qui peut faire aussi découvrir la Bretagne, est assez proche de celle-ci. Mais il y a eu des gens très importants aussi qui sont venus en Bretagne dans ces années-là, que vous connaissez, mais auxquels vous n'allez pas forcément associer une image bretonne. Eugène Boudin, par exemple. Eugène Boudin, oui, vous connaissez la partie plutôt je dirais, de la Normandie, bien entendu. Mais il est venu très régulièrement en Bretagne. Voilà certains de ses croquis, qui sont très vifs, très enlevés, avec bien sûr les tours de la cathédrale de Quimper. Donc on peut situer après 1880, bien sûr, cette vue, puisque les tours ont été construites après coup. Et voilà donc une des nombreuses toiles qu'il a faites. Alors le travail était toujours organisé de la même manière. La plupart du temps, quand les artistes venaient sur le motif, comme on dit en Bretagne, ils amassaient un certain nombre de dessins, d'aquarelles, de gouaches. C'était facile à transporter, puis c'était plus facile à faire sur le site, et ils travaillaient les grandes toiles de commande ou les toiles qu'ils exposaient au salon après, en hiver, en atelier. Donc c'est un peu un mythe de dire que les impressionnistes ou que cette génération-là travaillait la toile sur le motif. C'est pas tout à fait juste. Pas la toile elle-même. Ils travaillaient les œuvres sur papier, des petites œuvres sur bois, souvent, qui étaient plus faciles à transporter, des petits bois fins qu'ils faisaient couper. Mais les grandes toiles que l'on voit aujourd'hui dans nos musées étaient faites elles-mêmes après coup, tranquillement dans l'atelier, où ils avaient absolument tout, évidemment, pour travailler des grands formats qui étaient véritablement pas faciles à transporter. Alors, nous voilà donc partis. On va donc arriver dans cette première aventure qui est tout d'abord en 1886 pour une raison qui est éminemment, je dirais, économique. Il va se passer un mini-crack boursier. Vous voyez que les choses ne changent pas beaucoup. Aujourd'hui encore, nous sommes, je dirais, dans les aléas de ces choses-là qui peuvent nous arriver du jour au lendemain. Il y a eu un mini-crack et bon... Schufenecker et Gauguin, qui sont agents de change, ont été au courant, bien entendu, un tout petit peu avant. Il ne faisait pas très bon, et donc ils se sont dit, c'est l'occasion, on va vendre nos actions, on va récupérer un petit pécule, et puis, à l'occasion, hop, on décide de basculer, on part en Bretagne. Il faut savoir qu'on vivait bien en Bretagne, pour le prix d'une journée parisienne, on vivait 4 jours, très très bien. Vous voyez un petit peu l'équivalence économique. Donc il y avait quand même aussi un intérêt éminemment basique à partir chez nous. Alors, l'occasion faisant le larron, les voici donc partis. Et à cette période, cette photo est prise. Vous voyez que Mette est déjà plaisante déjà un petit peu moins, parce qu'elle se dit, bon, ils avaient une belle vie à Paris, ils avaient un bon niveau de vie, ils vivaient très bien, tout allait très bien. Quand elle voit son mari partir là-bas, elle sent bien, l'intuition féminine aidant, elle sent bien qu'il part mais qu'il n'est pas prêt de revenir. Elle sent bien que c'est quelque chose qui va véritablement décentrer le couple. Et là, on sent dans cette photo, c'est une photo traditionnelle de l'époque, une certaine réflexion, une dureté aussi qui s'installe chez cette femme qui va finalement effectivement avoir une fin de vie de couple pas du tout prévisible et qui ne va pas être forcément facile à gérer en l'occurrence pour elle. Alors, au passage, encore un petit clin d'œil des types de toiles. Tout à l'heure, je vous ai montré des gravures. Voilà les toiles qui plaisaient à Paris au salon traditionnel dans ces années 1886-1888. Voilà exactement ce qu'on voyait. C'est pour vous dire à quel point, quand Gauguin va se mettre à peindre, Gauguin et ses amis qui vont donc travailler de manière plus synthétiste, qui vont travailler plus en aplat avec des couleurs beaucoup plus vives, vous voyez là... Je dirais, c'est même plus un fossé qu'il y a entre la peinture classique et eux. C'est carrément une incapacité à se comprendre ou à se regarder. Ça marchait bien.
tout le monde comprenait, tout le monde trouvait joli, les effets de lumière, les effets de costume, ça plaisait, ça se vendait, tout allait bien. Hein. Bon, nous, les Bretons n'étaient pas très contents parce que bon, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait réellement dans la vie bretonne de l'époque. Il y avait, en bas mot, on montrait des personnages qui avaient quasiment un siècle de moins dans des espaces construits de toutes pièces virtuellement. Bon, il y avait des compositions qui faisaient un petit peu hurler les gens qui étaient dans les sociétés savantes à Paris, les sociétés bretonnes très nobles, et qui essayaient de défendre un peu une vision réaliste et intéressante et vivante de la Bretagne. N'était pas très content de voir ce genre de choses circuler. Mais enfin, ça fonctionnait bien. Alors, voilà encore une autre œuvre d'Henri Moret dont on a parlé tout à l'heure, hein, on a vu cette petite Bretonne au bord de la mer. Ici, vous avez une tempête à Douélan. Douélan, c'est un petit port qui est juste à 4 km du Pouldu, entre Pont-Aven et le Pouldu. Voilà l'image qu'il en fait. Hein, la retranscription qu'il en fait, évidemment, c'est beaucoup plus vivant, c'est plus fort, ça donne une impression vibratoire, on a cette sensation climatique, on a l'impression d'entendre le ressac de la mer, de sentir le vent, d'être véritablement avec ces gens qui sont levés dans les rochers. Hein. Il y a un côté évidemment beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus sensible, qui est intéressant dans la touche impressionniste, même si c'est pas forcément que cette technique-là que Gauguin va décider de défendre quand il arrive à Pont-Aven. Alors voilà un croquis qu'il a fait de lui. Hein, je trouve il y en a d'autres que j'aurais pu vous montrer. Je le trouve intéressant parce que c'est tout à fait le bonhomme. Au moment où il arrive là-bas, il est dans une démarche totalement intellectuelle. Il est en train de se dire, bon, je vois à peu près ce qui se fait, les tendances impressionnistes, je regarde autour de moi, mais dans ses écrits, il réfléchit et il dit que ce n'est pas ça qu'il veut faire. Il est déjà dans une démarche d'analyse extrêmement personnelle. Il n'a pas trouvé la recette, si on peut tenter parler d'une recette en l'occurrence pour ce qui est de l'équilibre du synthétisme, mais il est dans une démarche qui est de remettre à plat tout, de prendre peut-être chez les uns et chez les autres ce qui l'intéresse, un peu comme on prend des ingrédients pour faire un gâteau, mais il n'a pas du tout l'intention de pérenniser ce qui est déjà fait, il veut inventer et il est conscient qu'il a dans la tête quelque chose qui est en train de germer et dont il faut absolument s'occuper. Alors, bon, on ne va pas trouver comme ça en se levant le matin, troisième jour de son arrivée à Pont-Aven, tout de suite la réponse, bien entendu. Alors, on va d'ailleurs, quand est-ce qu'il arrive exactement à Pont-Aven? Il arrive en juillet 86. Voilà sa première arrivée à Pont-Aven, à la pension Gloanec. Il y avait plusieurs pensions, il y en avait deux en particulier qui marchaient bien. Il choisit la pension, d'ailleurs la moins chic, l'autre était réservée aux Américains qui avaient un niveau de vie supérieur déjà, supérieur aux Français, et qui ne se côtoyaient pas tellement d'ailleurs. Il y a beaucoup de rivalité entre eux. Puis Pont-Aven était un endroit, on pourrait dire, à la mode. Les jeunes femmes qui ne portaient déjà pas toujours costume ou moins costume qu'avant, portaient souvent des costumes de leur mère ou de leur grand-mère pour poser pour les peintres. Il y avait donc déjà un côté un petit peu artificiel, qui va d'ailleurs terriblement agacer Gauguin. Gauguin qui voulait toujours être au plus proche des réalités et du juste, ça c'était bien l'enseignement de sa grand-mère et de sa mère. Et puis également il était un peu agacé par cette foule d'artistes qui passaient souvent d'ailleurs plus de temps à discuter entre eux et à être au café qu'à véritablement travailler. Ça l'agaçait beaucoup et il avait un côté un peu sombre, un peu analytique, pas très bavard d'ailleurs, qui faisait que bon, dans ce brouhaha et cette assemblée, il ne trouvait pas forcément son compte. Bon, s'est quand même installé, il a quand même commencé à travailler dans les environs de Pont-Aven, au Bois d'Amour et ailleurs. Voilà une toile qui montre le début de son travail. Alors c'est typique. On voit dans l'arrière-plan et au premier plan une toile, une touche impressionniste, mais qui est déjà brossée à la va-vite. On sent que la touche impressionniste classique avec de l'épaisseur et tout ça, ça l'intéresse pas. Donc on sent qu'il commence à lâcher prise et à laisser ça de côté. Et on commence à voir dans le travail des coiffes, par exemple. Regardez comme elles sont faites. Les coiffes et les aplats de blanc sont déjà des aplats lisses. Donc on voit s'infiltrer à l'intérieur de cette première toile le début d'une réflexion sur effectivement l'influence du japonisme et les aplats qui va effectivement beaucoup plus l'intéresser.
il a déjà un coup de crayon sacrément intéressant. Regardez ici le détail d'un certain nombre de croquis préparatoires qu'il va utiliser pour d'autres toiles. Et ici, je vous montre une carte postale de l'époque qui montre l'ambiance à Pont-Aven, qui effectivement était assez joyeuse. Et voilà ce qu'il dit à sa femme quand il arrive là-bas. Je travaille ici avec beaucoup de succès. Bon, donc ça marche, il est assez en forme. On me respecte comme ça va pas toujours être le cas. Il y a des moments où il sera véritablement dans un désespoir et dans une quête extrêmement sombre de son travail. Au début, ça fonctionne bien, et il fait des démonstrations. Vous savez qu'il va avoir la fameuse leçon de peinture du talisman où il va expliquer à ses autres camarades comment poser non seulement des couleurs, mais des couleurs qui soient véritablement telles qu'on ressent la lumière comme on la voit. Si on a une ombre d'un arbre qui fait une ombre bleue, pourquoi mettre du vert ou du marron? On va mettre du bleu. Il explique ça à sa façon, de manière très, très juste, et il va avoir effectivement beaucoup de succès. Alors ça me fait une réputation, et tous, anglais, américains et suédois, parce que il y avait énormément d'étrangers à Pont-Aven, se disputent mon conseil, mais je ne m'engraisse guère à ce métier, parce que dès le début, il commence déjà à ne pas tellement bien vivre, autant vous dire qu'il ne vendait guère, voire pratiquement pas, et qu'il partageait, par exemple, déjà sa chambre avec d'autres personnes, et à l'occasion, c'est comme ça qu'il va connaître quelqu'un qui habite au Pouldu, qui est contrebandier, donc il vérifie la contrebande entre le Pouldu et la remontée de la rivière jusqu'à Pont-Aven. Et ce monsieur lui raconte, lui dit, tu sais, ici il y a beaucoup de monde, etc. Mais chez moi, dans mon petit village, là-bas, c'est très calme, c'est très beau, la lumière est magnifique, tu devrais venir. Et il lui parle régulièrement. Gauguin va d'ailleurs aller passer par des sentiers, il y a à peu près 30 km, mais on marchait beaucoup à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, 30 km ça leur faisait pas peur du tout. Il est donc allé voir la campagne du Pouldu. Il n'est pas allé jusqu'à la mer à ce moment-là, il n'a pas découvert l'aspect maritime de l'endroit, mais il est allé se promener, il est revenu sur Pont-Aven, il ne s'est pas arrêté encore, mais on sait que le premier contact qu'il a eu, c'est à ce moment-là. Alors voilà l'ambiance un peu à Pont-Aven. Vous voyez ici donc les jeunes servantes qui étaient évidemment en costume et qui posaient souvent pour les peintres. Vous avez ici les Irlandais qui portaient béret. Vous avez les Américains tout à fait reconnaissables avec leurs grands chapeaux. Et tous ces gens-là, eh bien ma foi, discutaient autant en peinture qu'ils n'en faisaient, et passaient beaucoup de temps à échanger effectivement entre eux. Alors à ce moment-là, et c'est très important de signaler cette chose, parce qu'on a aussi une vision de l'œuvre de Gauguin qui est peut-être une vision monolithique, dans le sens où vous imaginez sans doute peut-être qu'il n'a fait que de la peinture. Eh bien, c'est totalement faux. Il y a une grande partie de son œuvre qui, malheureusement pour nous, il est vrai, à 99% se trouve aux États-Unis aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu difficile de la faire revenir. Même lors de grandes rétrospectives qui ont eu lieu déjà, les prix d'assurance sont tels monstrueux qu'on ne va pas faire venir des meubles ou des faïences, parce que la faïence est tellement fragile, beaucoup plus fragile qu'une toile, bien sûr. Donc, on a eu peu l'occasion de voir ces œuvres qui sont la plupart d'entre elles, en plus, dans des collections privées. Mais ce qui le faisait vivre à Pont-Aven, c'est pas du tout ces toiles qu'il vendait fort mal. C'était des commandes de familles américaines qui commandaient des meubles polychromes. C'est très à la mode. Alors c'était un mélange, on va dire, de meubles néo-bretons, mais avec des décors en couleur, en réau qui plaisaient bien. Et ce type de meubles ont toujours été adorés par les Américains. Donc, ils les commandaient, qu'ils les faisaient faire, et qui repartaient, qui les renvoyaient aux États-Unis sans aucun état d'âme. C'est pour ça qu'il y a très peu de choses. Nous avons très peu de choses. Il y a quelques éléments au musée d'Orsay, mais très peu, sur ce travail, qui est un travail très intéressant de Gauguin. Alors voilà des croquis, par exemple, pour des décors de meubles.
Voilà une autre photo qui est assez amusante avec Sérusier en train de se déguiser avec un autre Américain ici. Ils sont déguisés carrément en bretonne. Enfin, ils font un peu vraiment la fête. Hein. Ils s'amusaient beaucoup. Hein. Ils n'étaient pas dans l'aspect sombre et réflexion 24 heures sur 24 tout de même. Et voilà un des meubles dont je vous parle. Ici, il n'est pas très très grand et il y en a véritablement énormément. Hein. C'est un aspect de son travail dont on parle peut-être pas assez, comme d'ailleurs tout l'aspect faïence et travail de la poterie qui l'a beaucoup intéressé et auquel il s'adonnait également pendant ces années-là, qui était beaucoup plus rémunérateur, bien entendu, que de vendre de la peinture. Alors voilà un petit clin d'œil une petite caricature qu'a fait Jean Moréas, qui était un des critiques d'art de l'époque, sur Gauguin à l'époque. Les critiques sentent bien que Gauguin est à hésiter entre deux styles. Hein, il n'est pas encore complètement tourné vers le symbolisme et le synthétisme, mais il s'y intéresse beaucoup. Il a d'ailleurs des liens avec les symbolistes, en tout cas ceux qui sont plus de fibres littéraires. Il a des échanges intéressants, il lit beaucoup, il discute, il reçoit des revues, et petit à petit, l'aspect symboliste, c'est-à-dire le choix d'effectivement faire moins de choses dans une toile, mais de leur donner un sens profond et non plus descriptif, narratif, lui semble être la voie, la quête qui va l'intéresser et qui va lui permettre de faire la jonction entre la mémoire affective qu'il a de ces symboles, de cette civilisation péruvienne qu'il a dans la tête, hein, et puis cette civilisation qu'il trouve très intéressante, cette civilisation bretonne qu'il voit vivre autour de lui et auquel il est très attaché, qu'il trouve intéressante parce qu'il y retrouve la spontanéité, le côté exotique, le côté différent un petit peu des Parisiens, comme il avait trouvé effectivement quand il est parti enfant l'image péruvienne totalement décalée et différente de l'image française qu'il va avoir, surtout à Orléans, il est vrai, quand il va rentrer. Donc la Bretagne porte pour lui cette espèce d'enracinement dans le symbole qui va l'intéresser beaucoup. Alors, voilà, une des premières œuvres qu'il fait lors d'une promenade qu'il va faire au Pouldu. Il n'a pas encore décidé de venir y travailler. Hein, c'est un site connu de pas très loin de l'endroit où il va s'installer plus tard. Vous voyez de manière évidente l'influence là des aplats. On n'est plus du tout dans une facture impressionniste. On est dans quelque chose de très synthétiste, au contraire, de très osé. Autant vous dire que le public classique de l'époque regarde ça avec horreur, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas fini, c'est une esquisse, enfin bon, vous pouvez entendre le genre de commentaires, sauf bien entendu les intellectuels de l'époque qui sentent au contraire hein, qu'il y a là quelque chose de tout à fait intéressant qui est en train de se mettre en place et qu'on est dans la genèse de quelque chose qui va profondément marqué l'histoire de la peinture. Alors voilà, là elle n'est pas en couleur, elle est en noir et blanc. Une autre forme d'estampe japonaise, vous voyez évidemment le conditionnement, hein, quand je reviens en arrière, vous voyez bien l'influence là qui est tout à fait majeure. Alors il va continuer quand même à hésiter et évidemment il faut vendre, hein, il fallait bien qu'il vive quand même. Donc il avait quand même des commandes d'un certain nombre de galéristes, il va continuer à travailler. Ici vous avez fait en septembre 88 la ronde des Petites Bretonnes. On a des éléments impressionnistes ici ou dans l'arrière-plan, hein, mais vous voyez bien les aplats qui prennent petit à petit leur place et surtout la façon de capter l'attention, de mettre, je dirais, notre œil dans la ronde de manière directe. Et c'est pas la toile n'est pas coupée là, hein, j'ai pas photographié le centre de la toile est complète. Ce qui est évident, c'est la coupe ici. Il coupe une partie de la coiffe, ici la robe est coupée également, et là, de l'autre côté aussi. C'est ce qu'on appelle le cadrage à vif, c'est-à-dire qu'au lieu de donner une ambiance à une scène et de la situer au centre du tableau avec quelque chose autour, eh bien au contraire on fait, alors le cinéma n'existe pas, je parle de zoom là évidemment, c'est pour utiliser un terme qui va vous parler, hein, mais bon évidemment il n'y avait pas de possibilité de faire de comparaison de cet ordre, mais on est quand même dans cette volonté de happer
la scène dans un moment de vie beaucoup plus juste, hein, et pris un petit peu happé sur le vif, et donc pris à vif, c'est-à-dire pris comme si on avait pris un détail d'une scène beaucoup plus importante. Et ça, ce cadrage-là, il va l'utiliser et le réutiliser. Ça fait partie aussi des éléments qui vont petit à petit amener la jeunesse de son travail. Voilà encore un croquis de Gauguin. Vous allez essayer de retrouver le tableau. Bon, je suis un petit peu dure là peut-être. C'est un tableau très connu. Hein, le voilà, le fameux tableau du sermon de la lutte de Jacob et de l'ange. Toujours ces tableaux qu'il a fait à Pont-Aven au moment lors de son premier passage. Alors, on voit véritablement qu'il y a là une volonté aussi, non seulement de faire du cadrage à vif, de travailler bien sûr sur les aplats et sur la simplification de la palette. On n'a plus rutilement de touches de toutes les couleurs possibles et imaginables. On est simplement dans un choix beaucoup plus serré. Et on est aussi dans une démarche intellectuelle symboliste. Il est bien évident que là, de l'autre côté de l'arbre, vous avez une scène réelle. Vous avez les femmes qui sont en train de prier et on est dans un contexte tout à fait narratif. Mais de l'autre côté, bien entendu, on est dans une scène imaginaire, hein, ça va de soi. Donc, on est dans ce mélange à la fois de narratif et de symbole, mélange que Gauguin va particulièrement étudier et qui va effectivement être la base des choses qu'il va continuer à faire par la suite et en particulier au Pouldu. Alors voilà une des dernières photos du couple, hein, avant qu'ils se séparent, en tout cas géographiquement, parce qu'effectivement c'est pas tout à fait juste. Bon, vous voyez que Mette là, est un petit peu moins joyeuse. On sent que Gauguin lui aussi est peut-être déjà parti quelque part, hein, en pensée. Il est ailleurs, il est totalement dans sa réflexion et il va continuer sa vie et continuer d'évoluer au fil de rencontres affectives et amoureuses totalement diverses et variées qui n'auront plus rien à voir avec la construction de son couple initial. Alors voilà une toile qui se trouve dans une collection privée qui est assez intéressante parce qu'elle mélange plusieurs aspects. Hein, elle mélange ce cadrage intéressant qui peut être aussi un cadrage à vif qu'on n'utilise pas uniquement pour les personnages mais aussi pour les paysages. Il choisit là une prise de vue qui est assez originale puisqu'il est en réhaut par rapport à l'endroit qu'il veut peindre, hein, donc il a une vision en plongée. Il voit les petites bretonnes là qui sont en train de parler entre elles et il met déjà des touches, regardez, des touches de couleur pure, mais plus comme faisaient les impressionnistes avec simplement la petite touche virgulée en épaisseur. Là, il la met en aplat, en faisant chanter effectivement ce qu'on appelle le bleu de Prusse. C'est un bleu qui, délayé peut-être de cette couleur-là, mais qui, quand il va l'utiliser pour les cernes concentrées, va être très proche du noir. Mais vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, que le noir, il ne fallait pas trop l'utiliser à l'époque dans une toile, parce que si on utilisait trop de noir, si on n'arrivait pas à le stabiliser, hein, eh bien, il faisait ce qu'on appelle du bitumage, c'est-à-dire que l'oxydation des choses qui avaient servi pour faire le noir prenait le dessus sur les couleurs. Alors ça ne se faisait pas du jour au lendemain, bien sûr, hein, mais sur 50 ou 100 ans, on a la toile qui a toutes les chances, effectivement, de se manger ou de sombrer dans une obscure, enfin, un côté un petit peu plus obscur. C'est un des problèmes, d'ailleurs, des toiles de l'école de Barbizon qui, aujourd'hui, sont très, sauf si elles sont rénovées, hein, sont souvent beaucoup plus sombres qu'à l'époque où elles ont été, en l'occurrence, peintes. Alors vous voyez qu'il est là dans une matière qui est assez épaisse, assez rêche, beaucoup plus moderne, qui serait d'ailleurs assez proche peut-être d'une touche cézannienne, hein, beaucoup plus âpre, et qui s'éloigne de manière définitive, on va dire, de l'aspect impressionniste. Alors voilà l'ambiance à Pont-Aven à l'époque, avec les jeunes filles toujours occupées à un ouvrage entre les mains, n'est-ce pas, que ce soit dans les masses populaires ou les masses plus aisées. Et il fait des choix, effectivement, quand il se promène au Bois d'Amour, il fait des choix de sujets tout à fait étonnants pour l'époque, qui rappellent d'ailleurs des sujets que Cézanne a fait aussi avec ses baigneuses, etc. Hein, donc voilà un jeune homme à la baignade, avec toujours ce côté très simplifié du sujet et, je dirais, le fait d'oser aussi des masses assez intéressantes.
Il avait un coup de crayon très sûr. Regardez comment il capte là. Ça, c'est des choses qui font 1,5 cm de hauteur, hein, sur des carnets de croquis. Vous avez ici la manière dont il arrive à attraper l'allure d'un paysan dans les champs, hein, de manière absolument fabuleuse. Ça a l'air de rien comme ça, hein, mais je veux vous dire que c'est extrêmement difficile à faire. Il choisit aussi des sujets qui sont des sujets qui l'étonnent. Par exemple, la lutte bretonne, qui était une des traditions de l'époque, qui continue d'ailleurs à être encore une tradition dans les fêtes populaires, où les enfants s'habituent à ce jeu de lutte très tôt. Il en fait un sujet là qui va évidemment, quand il sera présenté à Paris, étonner particulièrement les Parisiens. Et petit à petit, il s'intègre à cette vie bretonne. Il va d'ailleurs porter le costume. Il va se faire tailler des sabots qu'il va décorer lui-même. Ceci se trouve à Orsay, mais il y a d'autres paires de sabots qui circulent dans différents endroits dans le monde et qui font partie de ceux qu'il a pu décorer lui-même. Ils faisaient tous d'ailleurs ça, hein, les Sérusier ou d'autres qui ont été à son contact et qui font partie dite de l'école de Pont-Aven, s'habillaient aussi, non plus à la parisienne, mais à la bretonne quand ils étaient là-bas. Ceci dit, voilà ce qu'il écrit à Émile Bernard, qui voulait venir justement en 89, qui voulait venir faire un tour à Pont-Aven. Il ne savait pas très bien où il était, alors il lui répond: je vous croyais à Paris, il vous est défendu de venir à Pont-Aven, plein de monde, abominable. C'est un peu ce qu'il dit, hein. Effectivement, il dit à son ami: non, viens pas là, c'est pas intéressant, c'est pas là qu'il faut venir travailler. Je suis dans des travaux qui demandent un certain temps pour aboutir, je tâtonne, mais tout se tient. Je n'ai pas la prétention d'inventer. Ce que je désire, c'est un coin de moi-même encore inconnu. Qu'il a compris que ce qui était important à trouver était au fond de lui. Pas à l'extérieur, c'était pas dans les recettes des uns et des autres qu'il allait trouver, c'était en faisant cette espèce de travail d'apnée très difficile d'ailleurs à faire. Et justement, hein, pour faire ce travail d'apnée et de réflexion personnelle, eh bien, il va quitter définitivement, même si on trouve encore des toiles, comme ici ce moulin proche de Pont-Aven avec les lavandières, sont tout à fait proches des sujets impressionnistes et des sujets qui plaisent à l'époque aux galéristes. Il va définitivement quitter cette ambiance, qui est pourtant une ambiance relativement joyeuse, hein, et il va décider donc de partir au Pouldu et de travailler. Alors il s'arrête parfois dans des endroits qui sont à quelques kilomètres de Pont-Aven entre les deux sites, comme la chapelle de Trémalot, où il va effectivement observer de manière récurrente le Christ, le fameux Christ jaune en bois, dont il va effectivement retranscrire non seulement l'allure du Christ, mais il va se faire son autoportrait, autoportrait au Christ jaune. Il est véritablement là à l'orée de sa découverte majeure et de son choix, qui est le choix véritablement du synthétisme. Mais il y a des échos, hein, déjà dans ce symbolisme, il y a des échos à la tradition péruvienne. Vous avez ici cette chose très bizarre derrière, hein, qui rappelle, vous savez, les momies qui sont mises dans des poteries, hein, les fameuses momies Inca. Il fait un petit clin d'œil là à cette mémoire. On va retrouver ça souvent dans les toiles de cette époque, qui sont elles-mêmes d'ailleurs inspirées, vous voyez, hein, directement des éléments patrimoniaux bretons qu'il voit autour de lui et qui le fascinent, il est vrai, de manière assez forte. Alors voilà la palette. Elle a été attrapée à l'époque par les gens qui étaient autour de lui, qui ont retranscrit, qui ont noté. Et c'est un peintre, Émile Compart, qui est devenu un grand aussi de la génération qui suit, qui a noté l'air de rien, hein, et puis qui va retranscrire et qui va faire passer la recette, si je puis dire, de cette palette de Gauguin. Vous pouvez la prendre, hein, vous pouvez la regarder, et voilà ce qu'il avait toujours sur sa palette, en couleur pure. C'est pas pour ça que vous allez devenir Gauguin, bien évidemment, hein. Bon, mais c'est intéressant et c'est effectivement toujours un petit peu palpitant de voir ce type d'archives qui d'ailleurs ont beaucoup de valeur, qui sont difficiles souvent à retrouver ou en l'occurrence à photographier. Alors, ça y est, hein, il est décidé, 1889, il va donc se décider pour le synthétisme. Il y a un petit épisode que je vais résumer en deux phrases, qui est quand même important dans cette affaire. C'est que donc de janvier à septembre 88, il est à Pont-Aven. Il en a vraiment assez. Alors,
Il va descendre, il remonte pas à Paris, il descend, il s'arrête en Vendée, à Plestin-les-Grèves. Il va aller voir la famille du fameux capitaine Jacob, le monsieur qui est avec lui dans la chambre et qui a sa maison au Pouldu, qui lui dit donc viens donc chez moi. Bon, alors ils partent en vacances une semaine en bas, et puis il va pousser plus bas, et c'est à ce moment-là qu'il va à Arles voir Van Gogh, l'autre grand, hein, parce qu'il y en a deux à cette époque-là. La rencontre va donner quelque chose d'assez stupéfiant. Ça va d'ailleurs fort mal se passer, en l'occurrence, hein, puisque Van Gogh est déjà dans une phase de schizophrénie extrêmement avancée et a des crises absolument épouvantables. Et puis même s'il y avait effectivement une volonté de la part de ces deux grands d'échanger, de comparer, de travailler ensemble, le contact de puissance a dû être absolument incroyable et a provoqué chez l'un comme chez l'autre un résultat assez difficile à gérer, plus pour Van Gogh, il est vrai, en l'occurrence, que pour Gauguin. Alors, il va se passer donc cet intermède qui a quand même son importance. Pourquoi? Parce que c'est le frère de Van Gogh, Théo, qui va découvrir à l'occasion de ce qu'il a amené là-bas et qu'il a fait un petit peu en travaillant avec Van Gogh, il va découvrir Gauguin parce que il ne connaît pas du tout. Et il va ramener des choses à Paris. Il va ramener des choses chez son galériste. Et ça va être le tout début d'une petite reconnaissance. C'est pas encore ça, hein. De vraie reconnaissance, de toute façon, il va l'avoir qu'après sa mort. C'est ce qui est désespérant, mais c'est comme ça. Alors, on revient toujours. Van Gogh est comme lui, il est très intéressé par les estampes japonaises. Ils échangent d'ailleurs des estampes. Cette estampe-là, il va la récupérer dans le sud, il va la remonter. Elle est particulièrement intéressante, celle-là, avec ce personnage qui est entouré, qui est mis en scène dans un cercle. Et ça va lui donner l'occasion et la possibilité de transmuter cette influence dans sa peinture au moment où la belle Angèle, qui était la maîtresse de maison de la pension Gloanec, la belle Angèle lui demande tout simplement de faire son portrait. C'était normal, hein. Surtout que Gauguin payait absolument pas sa chambre, donc il fallait quand même bien payer un petit peu en nature de temps en temps. Donc voilà ce qu'il fait en 1889. Il fait donc le portrait de la belle Angèle. Je ne sais pas si elle a été franchement ravie de voir ça quand on le lui a rendu. Je ne suis pas convaincue du tout. Mais ça prouve bien donc cette influence japonisante, beaucoup plus flagrante ici d'ailleurs par ce travail de cercle et par le travail effectivement tout à fait curieux de Nénuphar autour du visage de la maîtresse de maison. Et ce que vous ne voyez peut-être pas bien, c'est ce petit détail-là, hein, qui est un vase anthropomorphe. On ne le voit pas très bien, mais en fait il est là quand même. Et ce vase anthropomorphe, c'est encore un élément qu'il a en mémoire de cette tradition péruvienne, de ces objets, hein, qu'il avait ramenés effectivement de là-bas. Alors vous voyez, il est à l'aise, hein, il a le costume breton, hein, ils vont tous d'ailleurs se tirer le portrait en breton et en sabot, il a les cheveux qui ont poussé, vous voyez qu'il est un petit peu différent des photos qu'on a vues de lui au début. Et le portrait que l'on fait à l'époque, en 1889, qu'il fait de la belle Angèle, n'a rien à voir avec le portrait de la femme qui va le recevoir au Pouldu, hein, qui est une jeune femme qui n'est pas tout à fait comme les autres, parce qu'elle a une histoire personnelle elle-même difficile, elle est orpheline, elle est née à quelques kilomètres de Quimperlé, elle est orpheline, elle va être repérée, je dirais, par des gens qui découvrent qu'elle a un talent musical assez important, elle va donc se faire recommander par une grande famille qui lui donne une lettre pour pouvoir travailler à Paris, ça se faisait beaucoup, donc à l'âge de 17 ans, elle quitte Quimperlé pour aller dans une grande maison parisienne. Elle va y travailler pratiquement 10 ans. Hein, elle va devenir gouvernante en chef, ce qui prouvait d'ailleurs qu'elle était très intelligente et elle était montée dans la hiérarchie de petite bonne où elle était arrivée à un niveau assez important. Et à un moment donné, c'était souvent le problème des femmes qui avaient ces genres de métiers. Elle se retrouve donc à devenir maman, enfin pratiquement maman. Donc elle va quitter Paris et elle va revenir sur le site du Pouldu qui était à quelques kilomètres de l'endroit où elle était née. Et elle choisit, avec le pécule qu'elle a amassé depuis 10 ans, et sans doute le pécule que ou le père ou le patron avec lequel elle travaillait lui a donné un petit peu pour l'aider à commencer, ça se faisait beaucoup à l'époque, hein. Elle va acheter une dune. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle faisait avec une dune à l'époque? Eh bien, elle va avoir une idée géniale. Cette jeune femme qui s'appelle Marie-Henry, H-E-N-R-Y, eh bien, elle va construire une petite maison, une buvette,
sur un endroit qui est apparemment isolé, mais qui ne l'est pas tout le temps, parce qu'à 2 moments dans l'année, pendant à peu près 1 mois, il y a des ramasseurs de varech, des ramasseurs de goémons, qui amènent leurs charrettes, qui font un travail assez énorme de récolte, et qui, sur le passage, là, n'ont pas d'endroit, ni pour boire, ni pour manger. Donc elle va bien, très très bien réfléchir à l'endroit où il faut qu'elle fasse construire sa maison. Et cette petite, non pas auberge, parce qu'elle ne reçoit pas, il n'y a pas de chambre à louer, hein, elle a simplement son étage de vie. Eh bien, cet endroit fonctionne déjà pratiquement depuis 1 an, quand Gauguin commence à en apprendre, à en entendre parler, plutôt d'ailleurs en positif. Alors, en quoi je dirais, ce portrait est différent de celui qu'on vient de voir de la Belle Angèle? Il n'est pas fait d'ailleurs par Gauguin, il est fait par Meyer de Hahn, qui est un de ses proches, un ami aussi qui vient du nord de l'Europe et qui est venu à Paris comme beaucoup de peintres étrangers de l'époque, parce que c'est à Paris qu'il faut absolument venir travailler sa peinture. Meyer de Hahn est un petit peu plus âgé que Gauguin. C'est un copain que fréquente facilement Gauguin. Pourquoi? Parce qu'il est d'une grande famille juive d'Amsterdam. Il a, on va dire qu'il est un petit peu mis au banc de sa famille, mais enfin sa famille lui envoie un pécule non négligeable par mois, dont Gauguin profite un petit peu d'ailleurs, et auquel il fera profiter les uns et les autres, qui vont être proches du groupe pendant quelques mois. Alors Meyer de Hahn va tomber, il va arriver avec Gauguin au Pouldu, et il va lui tomber totalement amoureux de Marie-Henri, qui, il est vrai, au dire des écrits qu'on a pu lire en archives, et devait être assez jolie. Et elle n'était pas du tout habillée, comme elle avait vécu à Paris, elle n'était pas du tout habillée en bretonne. Elle était habillée comme une Française, une Parisienne. Elle parlait un français impeccable, bien que comprenant la langue vernaculaire qui était le breton, qui était parlé par tout le monde, bien entendu, à l'époque. Et elle avait donc accouché de sa petite fille 1 an avant. Elle était une mère célibataire. Donc mère célibataire, propriétaire, gestionnaire de sa propre boutique, et en plus musicienne, hein, avec une voix de soprano, paraît-il, tout à fait hors du commun. Alors cette fois-ci, c'est pas Gauguin. Gauguin, un petit clin d'œil aussi, aimait bien Marie-Henri, mais cette fois-ci, c'est pas pour lui. C'est Meyer de Hahn qui va non seulement tomber amoureux, mais ce sera tout à fait réciproque à tel point que, au bout de 2 ans d'une relation affective, Meyer de Hahn va donner un autre enfant à Marie-Henri. Donc Marie-Henri aura 2 filles de 2 pères différents. Aucune des filles d'ailleurs n'aura la chance d'avoir leur enfance partagée avec leur père, puisque Meyer de Hahn repart dans son pays sans savoir que Marie-Henri est enceinte, et il ne saura jamais qu'il a eu une fille. Donc ça fait partie des choses un petit peu tristes, mais des choses comme ça qui ont fait partie de la vie de l'époque. Alors ce portrait est magnifique, il est très juste, très proche d'une sensibilité affective. On voit que Meyer de Hahn là a donné le meilleur de lui-même. Il montre un portrait très amoureux de cette femme. Figurez-vous, la seule archive que l'on ait de Marie-Henri, c'est cette photo de la fin de sa vie, hein, où elle est partie à Toulon, elle a quitté la Bretagne depuis longtemps. C'est étonnant, vous voyez, il y a une espèce d'énigme autour de cette femme qui a fait beaucoup et qui a eu un rôle très très important dans cette petite buvette pour accueillir les peintres. On sait très peu de choses d'elle. Il y a encore certainement beaucoup de recherches à faire effectivement dans ce domaine. Le portrait que je viens de vous montrer étant effectivement finalement le symbole de la maison encore aujourd'hui. Alors nous passons à la seconde partie qui est réellement le cœur de mon sujet aujourd'hui, hein, qui est ce qui s'est passé chez Marie-Henri, hein, et qui effectivement va faire basculer un petit peu les choses autour de Gauguin et autour de tous ceux qui ont fréquenté cet espace. Alors voilà comment il montre la plage qui est juste en contrebas. Hein, on est à 100 mètres de l'eau. À l'époque, si vous venez nous voir aujourd'hui, vous ne verrez plus la plage. Hein. Il y a des maisons et puis des arbres qui se sont mis en place malheureusement depuis, mais à l'époque, quand il ouvrait la chambre de sa fenêtre, la fenêtre de sa chambre plutôt, il voyait et il entendait surtout, bien entendu, la mer. Voilà la manière synthétiste et très, très simplifiée par laquelle il va retranscrire l'ambiance de cet espace qu'il va parcourir par tous les temps et pendant un bon moment, en travaillant véritablement de manière intellectuelle. Voilà ce qu'il dit au moment où il arrive. Que voulez-vous voir la médiocrité du talent? Moi, j'ai mon libre arbitre. Il est déjà dans cette démarche
démarche de dire moi je fais pas comme les autres, mais de tous ces efforts de rénovation, il ne reste que les hurlements de Paris, parce qu'il n'était toujours pas accepté à Paris, on trouvait toujours ce qu'il envoyait horrible, incompréhensible, invendable, etc. Je suis découragée au point de ne plus faire que quelques études et me promène à la bise sur les rives. Il est dans un espace qui est véritablement un isolement très important, un isolement surtout intellectuel. Alors voilà à quoi ressemble le Pouldu à l'époque. 1500 habitants Pont-Aven, 50 au Pouldu. Vous voyez un petit peu la différence. Il est arrivé, ce moment d'octobre 89, il arrive par la mer. Il arrive avec son fameux ami douanier qui a fini par le convaincre d'arriver par bateau, hein, et il va avoir véritablement un coup de foudre pour l'endroit. Il va décider véritablement de quitter Pont-Aven et de s'y installer. Alors voilà, par exemple, un travail préparatoire à un tableau qui montre une petite fille du village. Vous voyez qu'il a une optique très douce et très proche. Il essaye de rentrer en contact d'ailleurs avec les gens du coin, les autochtones qui étaient tous ou des paysans ou des ramasseurs de varech. Il n'a pas beaucoup de succès, hein, parce que bon, non seulement il est grand, on le trouve arrogant de par sa tenue, on le trouve très ombrageux, puis bon, les paysans de là qui passent dans la buvette de Marie-Henri boire quelque chose le matin ou le soir, avant d'aller au travail ou en rentrant, comprennent rien à ces gens qui sont là, qui sont en train de travailler avec des pinceaux et des palettes dehors, donc qui travaillent pas, quoi. En gros, c'est à peu près ce que pensent les gens de l'époque, hein, et il y a quand même une incompréhension majeure entre Gauguin qui essaye de rentrer en contact et qui voudrait, il participe même à la première récolte de varech, hein, quand il arrive en automne 89, mais il se fait, entre guillemets, jeter par les gens du coin, hein, qui se disent, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, quoi, hein, qu'est-ce qu'il vient prendre en plus en l'occurrence, notre travail. Voilà des vues qu'il a pu découvrir. Ce sont des images qui font partie d'une collection de photos anciennes qui est des photos de l'époque, bien entendu. Hein, il pouvait voir des jeunes filles qui gardaient les vaches. Il a fait des retranscriptions. Donc, les jeunes femmes portaient au Pouldu à l'époque ou la coiffe de Pont-Aven ou la coiffe du Morbihan. Hein, c'était l'un ou l'autre. Il n'y avait pas forcément de coiffe bien définie pour le village lui-même. Et voilà donc la fameuse buvette, c'est une photo un petit peu plus tardive, voilà à quoi elle ressemblait. Alors la maison que vous découvrirez éventuellement si vous avez l'occasion de revenir en Bretagne aujourd'hui n'est pas la buvette elle-même, elle a été transformée rachetée dans les années 20 et transformée dans les années 30, elle se trouve un peu plus haut. Mais 4 ans plus tard, quand Marie-Henri a construit sa maison, 4 ans plus tard, au bout de la dune, elle a vendu un morceau de la dune, elle a vendu à une de ces jeunes bonnes, qui a repris tout simplement le plan de la maison, ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, et qui a reconstruit la maison jumelle. Plan sur plan. Et donc c'est cette maison jumelle aujourd'hui qui est l'écrin effectivement de l'histoire qui s'est passée à ce moment-là. Alors le voilà, Meilleur de Han. Vous voyez que tout à l'heure on a vu une photo de Gauguin avec la tenue bretonne, hein, et les décors qui sont sur le pourpoint breton en général. Vous voyez qu'il fait aussi un travail de synthétisme dans la retranscription de son autoportrait. Hein, c'est quelque chose de très simplifié, presque pas de précubiste on dirait, mais quand même d'extrêmement moderne pour l'époque. Voilà des croquis, hein, de Gauguin qui sont faits au Pouldu à l'époque, où il essaye d'attraper les silhouettes des femmes qu'il voit évoluer. Mais parfois, vous voyez que il y a toujours des hésitations. C'est pour ça que je parle de laboratoire au Pouldu, parce qu'ils sont tous en train de réfléchir, en train d'essayer de voir ce qui peut être fait, hein, et ils hésitent parfois entre retour en arrière ou aller en avant. Ici, vous avez une petite toile de Meilleur de Han qui représente des oignons. Vous voyez que c'est une facture, là, au contraire, extrêmement classique. Alors, ils avaient évidemment des sujets ô combien divers et variés et intéressants, en regardant tout simplement la vie autour d'eux, la vie des paysans. Il faisait également, ici vous avez une toile qui retranscrit Mimi, la première petite fille de Marie-Henri, en train de manger dans la cuisine. Vous voyez que le cadrage est toujours autant un cadrage à vif, à tel point que vous avez l'impression, certainement, vous pouvez vous dire, bon, là c'est pas possible, vous avez photographié qu'un bout de la toile, hein, il en manque un morceau. Ben non, c'est la toile elle-même qui est composée de cette manière très intéressante qu'on va retrouver chez les Nabis plus tard, hein, chez Rançon, chez Vuillard, chez Bonnard.
tous ces gens-là qui sont de la génération qui suit. Voilà encore un croquis fait par Gauguin qui montre qu'il ne faisait pas uniquement d'ailleurs que de la peinture, il faisait aussi du sépia, de l'aquarelle et du fusain. Alors voilà l'ambiance aujourd'hui de la cuisine, elle est toujours la même, avec des objets d'ailleurs qui ont été sauvés, qui sont des objets de l'époque, et de la fenêtre de la cuisine. Aujourd'hui, vous voyez plus ça, mais à l'époque, voilà ce qu'ils pouvaient peindre, les champs qui sont derrière, et vous regardez avec étonnement la façon dont il fait des aplats. On a encore un élément de profondeur, on a un premier plan et un arrière-plan avec l'impression je dirais, d'allant des nuages à l'arrière-plan, mais le premier plan est très tachéiste. Hein. Vous avez du mal à croire que ce sont une retranscription des champs. On a l'impression que la bascule du plan vient vers l'avant. Un côté toujours assez japonisant dans la retranscription des choses. Ce qui n'empêche pas évidemment de partager la vie des paysans du coin. Il y avait une ferme un petit peu plus loin, un peu plus bas, 300 mètres à peu près. Et puis un jour, pendant l'hiver, il va y avoir une tempête de neige assez épouvantable. Et puis ils sont enfermés tous, Meilleur de Han, Gauguin et puis les autochtones qui peuvent se trouver. Et puis Marie-Henri lui dit oh là là, ma salle à manger quand même un petit peu tristounette, ce serait pas mal que vous fassiez un décor. Ah. Donc Gauguin va se piquer de cette sorte de commande, qui était une commande ludique au départ, comme ça, verbale, hein, et il va donc réaliser un décor avec Meilleur de Han en collaboration complète. Hein, il y a certaines choses qui sont signées véritablement de Gauguin, mais pas tout. Hein, en particulier ce pan de décor-là, hein, qui, vous voyez, représente des tailleurs de lin, des tailleuses de lin, c'est-à-dire les femmes qui écrasaient les fibres de lin avec un outil. Hein, c'était un métier assez difficile d'ailleurs. Vous avez ici la représentation d'une jeune paysanne, d'une ramasseuse de varech, qui est assez symboliste d'ailleurs. On l'appelle d'ailleurs curieusement la Jeanne d'Arc, hein, qui est ici sur le côté. Vous avez le travail de retranscription d'une phrase de Wagner qui dit en gros, je ne vais pas vous la dire en long parce que ce serait beaucoup trop long, mais elle dit en gros « Malheur à ceux qui s'intéressent à l'art que pour faire de l'argent ». C'était tout à fait ce que pensaient Gauguin et ses amis, et ce que pensait Wagner aussi dans un autre domaine, qui est le domaine de la musique. Hein. D'ailleurs, Gauguin avait beaucoup d'admiration. Il y avait deux musiciens qui le portaient particulièrement. Il y avait Bizet d'un côté et Wagner de l'autre, qu'il connaissait fort bien. Donc il retranscrit ici une phrase de Wagner. Et puis vous voyez ici qu'on a du mal à savoir la plante, le décor de plante un petit peu Art Nouveau qui semble se balader. Elle commence là et elle finit là. Donc ici, c'est le travail de Meilleur de Han. Et là, c'est le travail de Gauguin. Donc vous voyez bien, on ne sait pas qui a fait la plante, hein, c'est l'un ou l'autre, ils l'ont fait ensemble, mais on voit bien qu'il y a une volonté de réunir les deux œuvres, hein, et de faire un travail véritablement commun. Alors, en bas, ici, vous avez non plus des choses qui sont affresquées, qui sont faites à même le mur, mais des toiles qui sont marouflées, c'est-à-dire collées sur le bois. Hein, ici, par contre, ce sont des choses réellement signées de Gauguin. Hein, ici, cette première œuvre en bas, ce premier autoportrait à la barrière, et tout à l'heure, ce qu'on verra plus précisément, cet autoportrait qui est de l'autre côté, hein, et qui est un portrait beaucoup plus synthétiste. Et puis, ce qu'on aperçoit tout à l'heure, qu'on verra plus précisément, c'est la fameuse oie. Hein, tout à l'heure on parlait des oies, qui n'est pas signée elle, et qui est a priori sans doute de Gauguin, parce que bon, c'est pas Meilleur de Han qui serait allé prendre le symbole de l'oie de manière spontanée. Alors voilà un croquis préparatoire à la Jeanne d'Arc ou à la jeune femme au bord de mer. On la voit de plus près ici. Hein. Et puis, un petit croquis au passage assez drôle qu'il a fait en 89, au moment où il faisait le décor. Il s'est fait une auto-caricature, c'est la seule fois d'ailleurs qu'il va le faire dans toute sa carrière, de lui en sauvage. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprenait pas le breton. Alors il demandait souvent à Marie-Henri, il disait « mais qu'est-ce qu'ils disent de moi ?» Parce qu'il voyait bien que passait pas trop le contact, hein, avec les autochtones. Et un jour, Marie-Henri a été obligée de lui dire « Mais qu'est-ce que c'est le mot qu'ils disent ? Quand je passe, on m'appelle, j'entends toujours c'est le même mot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le sauvage. » Alors il est rentré, il n'était pas très content, et il s'est dit « Ah !» Il me traite de sauvage. Bon, puisque c'est comme ça, je vais faire ma gueule en sauvage. Et il a fait sa tête. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'est pas encore parti à Tahiti à ce moment-là. Il ne sait même pas qu'il ira à Tahiti. Ce n'est pas du tout ce qu'il attend. Il a quasiment, là c'est extraordinaire, il a la tête qu'il a pratiquement quelques mois avant sa mort.
C'est assez fabuleux, ça, une espèce d'intuition de ce qui va lui arriver. Bon, en tout cas, lui, en l'occurrence, quand il a fait ce croquis, qui est tout petit d'ailleurs, il l'a fait dans un état d'esprit de colère et puis de revanche un petit peu. Il s'est fait sa propre caricature en disant « Ah, il me traite de sauvage, bon, ben, puisque c'est comme ça, je vais faire ma tête en sauvage. » Alors, en parlant de sauvage, il fait beaucoup de céramique à l'époque. Regardez, par exemple, ce travail de Gauguin assez extraordinaire, qui est un mélange de tête de bretonne, mais transformée, mise dans un espèce de fonctionnement et je dirais, d'équilibre qui est plus proche de la poterie péruvienne, vous allez être d'accord, hein, que de poterie traditionnelle, éventuellement bretonne. Alors, en parlant justement de symboles, hein, voilà la première toile qui décore la salle à manger. Vous avez un clin d'œil à Van Gogh, bien entendu, avec les tournesols, puisqu'il rentre de son voyage avec Van Gogh. Van Gogh qui va mourir quelques mois après la réalisation de ce décor, au grand désespoir de Gauguin d'ailleurs, cette perte va profondément le marquer. Et puis vous avez une égérie ici, hein, qui n'est pas du tout... ça ne peut pas être une égérie tahitienne, il n'est pas encore parti. Hein, donc il ne peut pas inventer ce qu'il ne connaît pas. Par contre, effectivement, c'est le résumé de ce qu'il a pu voir dans l'école de Cusco, c'est-à-dire l'école traditionnelle péruvienne, la peinture péruvienne, à l'époque où il était allé là-bas, il a des souvenirs très vagues, hein, et il retranscrit de manière peut-être même assez maladroite une égérie péruvienne à la façon dont il peut l'inventer et la mettre en phase à l'époque. Alors voilà ce que c'est que le synthétisme, hein, c'est résumer en une image assez simple ce que l'on a dans la tête. Voilà comment il résume le paysan breton, lui. Vous voyez un petit peu, il y a quelques coups de crayon, hein, il n'y a pas grand-chose, hein, mais l'allure y est assez juste, hein, il est bien vrai, ici dans ce petit croquis. Voilà encore un pot de... Je ne sais pas si on buvait de la bière ou autre chose dedans, en tout cas une poterie qui a été faite par Gauguin, qui est en plus beaucoup plus marquée encore, puisque c'est un autoportrait, hein, à la façon toujours péruvienne. Hein, j'ai volontairement mélangé ça, parce que tous ces objets-là sont faits au Pouldu, à l'époque. Hein, mais maintenant, ils se sont, je dirais, disséminés dans tous les musées du monde. On aurait un petit peu de mal à les retrouver. Alors, voilà le premier autoportrait qui fait de lui. Hein, bonjour, cet autoportrait s'intitule « Bonjour ». Monsieur Gauguin. Hein, pourquoi il intitule ce portrait comme ça? On voit d'ailleurs une jeune paysanne avec qui il est en train de discuter. Il est habillé là comme il l'était. On a des photos de lui. Il avait effectivement le béret, la houppelande, etc. Hein, c'est un portrait à peu près classique, puisque on a encore un premier plan, un second plan, un arrière-plan. On a une vision, je dirais, traditionnelle de la peinture. Il fait un petit clin d'œil à bonjour monsieur Courbet. Hein, le fameux tableau qui est à l'époque avait fait scandale, parce que Courbet avait effectivement s'était retranscrit de dos, mais en fait s'était retranscrit dans une toile qui était commandée par son commanditaire, qui était un jeune banquier, qui n'était pas du tout content de voir le peintre arriver sur sa toile. Hein, ça avait été un scandale à l'époque assez impressionnant au salon. Alors, Courbet qui faisait partie des gens que Gauguin admirait fortement. Voilà la petite ferme, des photos de la petite ferme qui était juste en contrebas de la maison. Hein, voilà la façon dont Gauguin retranscrit l'espace devant lequel il a dû passer des centaines de fois. Hein, il le faisait d'ailleurs beaucoup en gravure également. On oublie que Gauguin a fait aussi de la gravure, énormément de gravure, et que le synthétisme, la simplification des masses est d'autant plus visible peut-être dans ce travail, encore plus que dans le travail de peinture. Ici, vous avez le deuxième autoportrait, qui est un autoportrait beaucoup plus synthétiste que le premier, vous êtes bien d'accord. Là, il n'y a plus de perspective, il n'y a plus rien. On a une première partie donc en jaune, une seconde en rouge. Vous avez le visage qui se partage ces deux espaces. Vous avez un clin d'œil à un symbole qui est péruvien, avec un serpent en tête d'oiseau. Ça, c'est un symbole tout à fait de là-bas. Et puis, vous avez des symboles beaucoup plus traditionnels de l'autre côté, qui sont des symboles plus proches de notre histoire de la peinture. Le fait qu'ils se mettent, je dirais, une auréole sur la tête, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord qu'il se considère comme étant inspiré des dieux. Hein. Il se considère aussi comme faisant partie des loges et des cercles très initiés symbolistes, dont c'était un des symboles porteurs. Et puis il se considère aussi comme le Christ étant porteur d'un message, hein, auprès des peintres, bien entendu. Hein. Le Christ c'était autre chose, mais en tout cas aussi incompris que lui.
Hein. Le Christ va mourir à cause de ce message et lui, il va mourir avant que sa peinture soit reconnue et défendue. Ça, c'est un fait. En a-t-il réellement conscience à l'époque? Je pense que oui. En tout cas, quand on lit les archives écrites, c'est une évidence. Il espère, en tout cas, être reconnu avant sa mort. Il n'aura pas cette chance. Hein, mais en tout cas, il est tout à fait conscient je dirais, de l'énormité, de la distance qui peut le séparer du grand public et du travail qu'il est en train de faire. Et ce qu'il met en plus comme dernier symbole ici, ce sont deux pommes. Alors vous allez me dire, dans l'histoire, il me semble bien qu'il n'y en avait qu'une, ça nous a déjà porté assez de malheur. Mais là, il y en a deux. Alors, on se dit, pourquoi deux? Eh bien, là aussi, on est dans une logique symboliste assez forte. Hein. Il montre une pomme noire qui signifie la pomme pourrie, la pomme qu'il ne faut pas prendre. C'est la peinture traditionnelle, c'est la peinture qu'on regarde en regardant en arrière-soi, hein, celle qui marche d'ailleurs à l'époque, qu'il ne faut surtout pas faire. Et puis la pomme rouge et verte ici, eh bien c'est la pomme de la modernité, c'est la pomme de la peinture difficile, celle qui ne se vend pas, celle que personne ne comprend, hein, mais qui est certainement la peinture de l'avenir, et en l'occurrence, l'histoire de l'art va lui donner raison. Et puis dernier élément du décor qu'il peint lui-même, qu'il va signer, c'est une autre toile marouflée où il fait un petit peu la nique à Meyer de Hahn. Ils n'étaient pas toujours très copains. Alors, Meyer de Hahn était plus âgé, il avait l'argent, chose que Gauguin n'avait pas. Et puis, Meyer de Hahn avait réussi à avoir une vie sentimentale équilibrée avec Marie-Henri, ce qui n'était pas le cas de Gauguin. Donc, il y avait quand même une jalousie assez certaine entre eux. Hein. Et donc, il lui fait, là, un autoportrait pas très sympa parce qu'il le transforme en diable. Hein. Vous avez tout de suite vu le symbolisme ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est la bascule des plans. Vous voyez ici qu'on n'est même plus dans de l'aplat comme on était tout à l'heure. On est dans une sorte de bascule vers l'avant. Hein. Vous avez l'impression que les pommes vous tombez sur les genoux là, si vous restez trop longtemps devant la toile. Et puis vous avez le cadrage à vif qu'on a déjà vu dans d'autres toiles, mais qui est beaucoup plus flagrant ici, à tel point que quand je fais visiter la maison, encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent mais la toile a dû être coupée à la taille de la porte. Ah, je dis non, pas du tout. Hein, la toile elle a réellement cet espace-là. Elle a été faite au contraire, en osmose avec le décor. Et bien entendu, le fait de couper la lampe qui est sur la table est une volonté évidemment de mise en scène tout à fait évidente. Alors voilà, il continuait quand même à travailler de manière facile et aisée avec des croquis beaucoup plus spontanés. Meyer de Hahn n'a pas fait forcément les mêmes choix que lui. Regardez, il fait le travail du passe-plat ici, hein, parce que quand ils étaient enfermés dans la salle à manger, les autochtones n'avaient pas le droit de venir, donc on fermait tout et Marie-Henri passait la nourriture par un passe-plat. Alors le passe-plat, il lui a mis carrément une petite nature morte assez classique finalement, puis au cas où on n'aurait pas compris qu'on parlait parce qu'elle faisait bien la cuisine en plus, donc elle faisait souvent des oignons frits à l'huile pour faire passer le goût de la galette de blé noir qui était un peu acide. Parce qu'on faisait les galettes qu'une fois par semaine, alors arrivé au vendredi, c'était pas toujours très bon, donc il faisait frire des oignons au beurre pour faire passer tout ça, hein, au beurre ou à l'huile. Et là, il écrit j'aime l'oignon frit à l'huile. C'est sans doute Meyer de Hahn qui a écrit là, c'est pas Gauguin. Alors voilà encore un petit peu les images de l'époque qui vous montrent l'ambiance de l'époque, hein, qui les entourait, les portait dans leur travail. Et voilà l'autoportrait qu'on a vu les deux autoportraits de Gauguin pour faire une comparaison. Voilà l'autoportrait à la même époque, au même moment que fait Meyer de Hahn de lui. Hein. Et c'est très intéressant parce que vous avez cette hésitation. Quand je parle de laboratoire, c'est vraiment ça. C'est j'y vais pas, qu'est-ce que je mélange, qu'est-ce que je choisis. Eh bien, vous avez le premier plan où on voit Meyer de Hahn, avec son côté pas commode d'ailleurs, son petit chapeau qui était d'origine danoise, là, on voit bien qu'il n'est pas habillé ni en breton ni en français, là. Vous avez un portrait traditionnel, avec une facture tout à fait classique. Mais derrière, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un truc que vous ne comprenez pas trop. Vous vous dites, qu'est-ce que ça représente, hein? Eh bien, ça représente des taches, hein, qui semblent flotter, un peu comme des taches de nénuphar tout à l'heure qu'on voyait sur la Belle Angèle. Et puis, vous avez Marie-Henri, qui est là, dans l'embrasure de la porte, un peu comme une égérie symboliste qui se profile derrière le peintre. Et vous avez bien là la réunion, hein, des deux travaux et des deux éléments qui font tout ce qui se passe au Publius, c'est-à-dire à la fois une compréhension de la peinture classique et une appréhension à la quitter, et puis l'ouverture vers un travail beaucoup plus intéressant et beaucoup plus moderne, bien entendu, qui est l'arrivée du synthétisme et du symbolisme. Alors toujours des petits croquis de Gauguin, on les voit pas tant que ça, ces croquis, hein. C'est intéressant de se les mettre aussi dans l'œil. Le décor va être continué par un autre peintre qui va les accompagner, qui s'appelle Philidger, qui lui est totalement, vous voyez, symboliste, hein, qui est beaucoup plus proche du travail, par exemple, que vous pouvez connaître depuis Puvis de Chavannes, hein, entre autres, des gens comme ça qui ont été beaucoup plus proches du symbolisme classique. Le décor va être complété en 90
89 ont fait la majorité des choses, 90 et 91. Voilà la plage qui se trouvait en bas, celle qu'on a vue tout à l'heure peinte par Gauguin. Voilà la fameuse maison du douanier. Tout à l'heure, je vous parlais du douanier qui voulait absolument amener Gauguin chez lui. Là, voilà sa maison, hein, au bout de la falaise. Voilà ce que va en faire Gauguin. Ses autres camarades, comme O'Connor, par exemple, qui est un Irlandais, qui passe au Pouldu, qui va rester discuter avec lui, qui va être fondamentalement marqué par Gauguin, qui va en parler pendant toute sa vie, bien après la mort de Gauguin. Il en fait, par exemple, une gravure qui n'a rien à voir avec le style de Gauguin, mais chacun va prendre les matériaux qui l'intéressent par le discours qu'organise Gauguin autour de lui, et puis il va garder quand même sa propre facture. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas parler. Il n'y a pas d'école de Pont-Aven déjà, parce que Gauguin n'a jamais enseigné, que je sache, il n'a jamais dit il faut faire ci, il faut faire ça, non, pas du tout. Il donnait des idées, mais sans plus. Il n'y a pas de facture définie, donc il n'y a pas d'école, hein, même si aujourd'hui on parle d'école de Pont-Aven, c'est une sorte de logo finalement qu'on a inventé après coup, hein, et qui marche d'ailleurs fort bien. Hein. Mais il n'y a pas, encore moins, si possible, d'école du Pouldu. Bien au contraire, il y a simplement une sorte de chaudron intellectuel dans lequel tout le monde va venir se nourrir et venir chercher sa propre quête. Hein, voilà, le travail vu par Philidger, vous voyez que c'est encore différent, hein, très symboliste avec cette espèce de personnage à aile de papillon qui semble jeter une femme dans la mer. Alors, on est dans un symbolisme là très exacerbé qui va beaucoup plus loin, bien entendu, que celui de Gauguin. Hein, voilà au passage quelques... Alors, on en revient à Lois. Elle avait demandé une enseigne. Ah, j'aimerais bien que tu me fasses une enseigne pour ma maison. Alors, il va faire une enseigne avec aux quatre coins donc des fleurs d'ail, hein, et la fameuse oie qu'il va symboliser. Alors, l'enseigne a été très vite piquée, hein, et puis le décor, on l'a remis à l'intérieur également pour garder une image de cette oie. Alors, on jouait beaucoup aux cartes aussi, hein, les soirées étaient longues, donc vous savez, dans les cartes de tarot, il y a toujours des personnages qui sont en tête bêche, hein. Eh bien, voilà le symbole de l'oie qui est repris encore par Gauguin ici dans le plafond, parce que figurez-vous qu'ils ont tout tagué, ou quasiment. Je dis ça aux jeunes quand ils viennent visiter, ça leur plaît beaucoup. On leur dit, ben oui, ils faisaient en gros, c'était ça à l'époque. Pour les gens de l'époque, quand on les a vus peindre cette salle à manger, c'était l'horreur. Hein. Autant que pour quelqu'un qui regarderait des jeunes tagués maintenant. Enfin bon, on a quand même un peu évolué, j'espère. Mais à l'époque, c'était très mal vu. Et ça montre l'esprit de modernité qu'avait Marie-Henri et l'ouverture d'esprit qu'elle avait, parce qu'elle les a laissés faire et elle trouvait ça très bien. C'est pas du tout ce que pensait sa clientèle, vous imaginez bien. Alors, il a repris encore le thème le symbole assez fort de l'oie, hein, et il l'a transformé là de manière un petit peu à la façon des cartes de jeu. Hein. Alors, quand je vous dis qu'ils ont tout fait, ils n'ont pas fait le sol quand même. Marie-Henri a dû arrêter parce qu'elle a dû se dire bon, d'abord ça tiendra pas, il faut laver par terre, et puis il n'y avait pas les matériaux pour faire tenir la peinture sur du plancher. Mais je pense que s'ils avaient pu, ils auraient tout fait. Hein. Mais ils sont quand même allés jusqu'à faire la fenêtre. Hein. La fenêtre était peinte aussi, elle n'est pas faite au vitrail comme vous pourriez avoir l'impression que c'est fait comme ça de loin. Elle est peinte et on y trouve encore le symbole, une fois de plus, le symbole de l'oie. Alors voilà ce que dit Gauguin à un moment où il travaille à ce travail assez incroyable de décor. Je cherche à exprimer un état général plutôt qu'une pensée unique. Je cherche à faire ressentir l'œil. Hein, d'un autre, il travaille pour l'autre, il essaye de nous faire passer quelque chose, hein, une impression indéfinie de l'infini. Il veut une notion de pureté, ça on le sent déjà et ça n'ira qu'en s'accentuant, hein, et on le voit ici, de même dans ce tableau de femme de pierre tenant le Christ, je cherche que tout respire. La croyance, il est quand même assez mystique. Le primitif, il a compris l'enracinement profond de cette civilisation bretonne, et la grande nature, puisqu'il est complètement en osmose avec la nature là-bas, bien loin du côté artificiel de Pont-Aven. Et voilà donc une esquisse qui va nous amener au fameux Christ. Alors tout à l'heure on a vu le portrait au Christ jaune, il y a le Christ jaune et il y a le Christ vert qui est inspiré du calvaire de Nison, qui n'est pas très loin, et où on voit à l'arrière-plan la petite plage qui est en contrebas de la buvette de Marie-Henri. Donc il mélange là plusieurs influences. Voilà le fameux calvaire. Et petit à petit, ici on a effectivement la façon dont il va retranscrire la vie quotidienne, de plus en plus simplifiée, de plus en plus synthétisée, hein, en donnant l'exemple à Seguin par exemple, qui lui aussi va partir dans ce synthétisme en y incluant aussi une vision très japonisante. Vous voyez que ces personnages ont les yeux
étiré. Hein. Donc ils prennent des sujets qui sont des sujets très agréables, comme les lavandières. Ici, vous avez des photos assez belles. Voilà les lavandières, les ramasseuses de linge, vues par Gauguin. On a toujours cette fascination de la nature avec l'impression que la mer est derrière. On la voit pas, la mer. Hein. Elle est juste derrière le champ, là. Mais on la sent, on la respire. Il y a une manière aussi de retranscrire ça. Au bas de la ferme, à peu près 800 mètres, on a le petit port et on a chez Destay où il va également, quand Marie-Henri n'est pas là ou quand il y a moins de place, il vient s'installer là. Et voilà la cour de la ferme vue par Gauguin. Vous voyez que c'est très joyeux, il y a beaucoup de couleurs, mais que de temps en temps, bon, il quitte un peu les aplats pour revenir à une touche, on va dire post-impressionniste. C'est pas tout à fait impressionniste, mais il y a quand même quelque chose qui revient en arrière. Alors, il y avait la villa Mauduit au bout de la rue. Voilà, la villa de la petite buvette est ici. Il y avait une villa qui avait été construite par les deux Mauduit, qui était une grande famille de l'époque, une famille de Quimperlé. Et dans le deuxième étage, on leur avait donné le grenier, hein, pour qu'ils s'ébattent et fassent les fous. Ils le faisaient d'ailleurs pas mal. La population était horrifiée parce qu'elle voyait. Hein, et c'était leur atelier. Et ça explique pourquoi il y a pas mal de tableaux de l'époque. Si vous allez, après cette conférence, si vous avez envie de retourner dans des livres sur l'école de Pont-Aven, vous allez remarquer qu'il y a pas mal de toiles à l'époque qui montrent la mer vue du haut. Alors on se dit, mais pourquoi ils ont pris cette façon de voir? Parce qu'ils étaient au deuxième étage, tout simplement. Donc ils avaient une vision panoramique assez intéressante, ce qui ne les empêchait pas d'aller croquer dans la campagne environnante et sur les bords de la Laïta, où les femmes allaient se baigner et laver le linge. Voilà encore des scènes de chant, hein, des croquis faits par Gauguin, et voilà la façon dont il retranscrit. Vous voyez, tout ça c'est très, très simplifié. Ce n'est plus presque que des silhouettes, on n'a plus l'aspect descriptif des personnages, on est dans un espace totalement inventé, même si le coup de crayon, finalement, quand on voit la jeunesse de la toile, elle est très descriptive, hein, le coup de crayon est très précis. Mais il s'en éloigne, il s'en échappe en donnant, je dirais, la dimension à la lumière et à la dimension aux aplats et aux masses de couleurs de plus en plus, hein, même sur des thèmes comme les ramasseurs de varech qu'on voit ici, hein, ou les ramasseuses, les faneuses. Alors ici on voit que la mer n'est pas loin, on la voit cette fois-ci, là, vous voyez, ici. Hein, toujours cette interpénétration de la campagne et de la mer. Voilà les ramasseurs de varech qui vivaient en bas de chez Marie-Henri et qui passaient régulièrement. Et voilà la retranscription qu'il va en faire, lui. Vous voyez que c'est très très simplifié. Il faut comprendre les gens. Hein, on est en 89, les gens à Paris qui voient ça se disent mais c'est pas possible, la peinture elle n'est pas finie, là c'est une esquisse, il va peaufiner, il va continuer. On trouve ça très laid. On ne comprend absolument pas cette technique. Il y a vraiment qu'une élite qui comprend la troisième chose. Alors, je vais terminer en vous montrant un petit peu ce qu'on peut découvrir aujourd'hui et ce que finalement apporte cette histoire à l'histoire de la peinture et à la façon dont nous essayons aujourd'hui de la faire passer, que ce soit aujourd'hui en ayant cet échange ensemble ou en faisant visiter donc ce site. Ce décor, bien entendu, en 1924 a été démonté par les Américains, deux jeunes Américains qui l'ont racheté. Il est parti donc aux États-Unis. Aujourd'hui, il est éparpillé aux trois quarts dans des collections privées et autrement dans des grands musées américains ou européens. Très difficile d'aller les voir. Hein, il faut déjà les moyens pour pouvoir voyager. Il n'a jamais été reconstitué dans son ensemble. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller le voir dans cette maison qui a été reconstituée donc depuis à peu près 20 ans par une association qui s'intéresse au sujet et qui défend un petit peu cette histoire. On a, je dirais, la population qui suit véritablement notre démarche, qui est tout à fait en osmose avec cette volonté de donner au Pouldu et de faire connaître le Pouldu comme étant un lieu de mémoire picturale tout aussi important que Pont-Aven, même si on n'en a pas forcément la même idée et ni même les mêmes moyens de communication. Ici, vous avez la fête des Goémoniers qui a lieu une fois par an en septembre et les groupes folkloriques de Clohars et je dirais, du Pouldu retranscrivent le tableau que vous venez de voir. Hein, les ramasseurs de varech, à un moment donné, les personnages se positionnent et on arrête
les éléments vivants avec le positionnement du tableau pour faire un petit clin d'œil. Donc à Gauguin qui a travaillé avec âpreté à ce sujet qui n'avait pas du tout été accueilli, en l'occurrence par les gens du coin à l'époque. Voilà les photos des deux jeunes filles qui étaient toutes petites quand Gauguin est passé. La deuxième n'était d'ailleurs pas née. La buvette va être vivante et va accueillir les peintres entre 89 et 95, date à laquelle Marie-Henri Vent quitte son endroit, qui va continuer à vivre avec d'autres gens, mais d'une autre manière. Elle va récupérer une partie des toiles qui étaient sur le décor, celles qui étaient marouflées, elle va les garder dans sa collection. Les Américains ne vont récupérer que les murs finalement peints. Et le plafond, c'est déjà pas mal, et les vitres. Les deux jeunes filles donc vont récupérer la collection de leur mère à sa mort, et cette collection va être vendue en 1959. Les choses que je viens de vous voir, on serait content que ce soit en France. Hein. Bon, eh bien, il n'y a que quelques éléments qui sont revenus maintenant, comme l'oie, par exemple, le passe-plat et l'ange de Filigère que vous avez vu tout à l'heure. Ces trois choses-là sont enfin revenues au musée de Quimper, mais depuis très peu de temps. Hein. Ils ont été rachetés donc par le conservateur du musée de Quimper. Pour le reste, il faut aller dans vraiment des grands musées et des musées assez éloignés pour voir cet ensemble et voir les collections que possédait Marie-Henri à l'époque, à peu près une quarantaine d'œuvres. Hein. Elle avait voulu que cette collection soit vendue dans sa globalité à la même vente publique, ce qui s'est fait d'ailleurs. Ces filles ont respecté sa mémoire. Ça a été acheté par les Américains. En 1959, personne en France n'a trouvé bon ou intéressant de racheter ces œuvres qui n'étaient pas si chères que ça, hein, qui n'étaient pas inabordables comme aujourd'hui elles peuvent l'être. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Donc voilà la maison telle qu'elle est maintenant, aujourd'hui. Vous pouvez donc y découvrir un certain nombre de choses. Un petit clin d'œil quand même à l'autoportrait de Meyerdehan qu'on a vu tout à l'heure, où il n'était pas très gentil avec Meyerdehan, c'est vrai. Là, vous avez une toile faite quelques mois avant sa mort, et très curieusement, on retrouve le portrait de Meyerdehan refait de mémoire par Gauguin. Pourquoi ? Parce que Gauguin dit, il l'a dit assez souvent dans ses écrits à sa femme ou à d'autres, il a été heureux au Pouldu. C'est un moment où il est dans la découverte de son travail, il sait qu'il a enfin trouvé sa voie, il sait qu'il a trouvé le fil qui va le porter, mais il n'est pas encore dans la souffrance, il n'est pas encore dans cette espèce de souffrance qui va le ronger à Tahiti et aux Marquises, où il est véritablement, il va au bout de ses possibilités physiques et intellectuelles, et où il sait il ne peut pas être compris, il ne sera pas compris. Au Pouldu, il est encore dans l'illusion, il pense qu'il va réussir à se faire reconnaître. Hein. Donc il est dans une espèce de moment, d'espèce de suspension comme ça, espèce de parenthèse de bonheur qui est assez réel et assez unique dans son travail, qui va le porter, qui va l'aider à tenir jusqu'au bout, à tel point que quelques mois avant sa mort, il se souvient de ce décor. Voilà donc la chambre de Gauguin. Hein, aujourd'hui, enfin en tout cas à quelque chose près, vous pouvez ouvrir la fenêtre et respirer l'air qu'il respirait, peut-être pas tout à fait voir la même vue, mais en tout cas vous imaginez, hein, vous mettre dans sa peau. Bien entendu, il y a ici sur des plaques sur la maison la liste des nombreux et très nombreux peintres qui l'ont entouré ou avec qui il a partagé des moments durant ces quelques années passées au Pouldu, et toutes les générations qui ont suivi, parce que cet endroit assez merveilleux pour la lumière, a porté un bon nombre de gens, comme finalement l'école de Pont-Aven avec cette histoire du talisman, cette fameuse leçon du bois d'amour. La leçon du Pouldu va porter. Voilà les objets qui ont été démontés de l'ancienne maison et remontés dans la maison aujourd'hui. Ce sont des objets d'époque qui appartenaient à Marie-Henri. Et voilà donc, par exemple, la génération qui suit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les années 30. Vous avez André Lavieille, par exemple, qui était la petite fille d'un grand peintre de l'école de Barbizon, qui va venir au Pouldu et qui va longuement travailler. Voilà donc d'autres objets de l'époque. Voilà ce qu'elle va faire, elle, au Pouldu. Vous voyez que c'est pas tout à fait ce qu'on a vu chez Moret, c'est pas non plus ce qu'a fait Gauguin. Chacun, revenant sur le site, va travailler sa propre technique. Et voilà encore un texte
texte qui dit, ce qui raconte je crois qu'il écrit à sa femme encore là, ce qu'il vit au moment où il était là-bas. Je suis au bord de la mer, je vis là comme un paysan sous le nom de sauvage. Ça lui a pas plu cette affaire de sauvage quand même. Hein. Je dépense 1 franc par jour pour ma nourriture. Je vous passe c'était beaucoup plus long que ça, où il dit que vraiment il se serre la ceinture, on ne peut me reprocher de jouir de la vie. J'expose chez Goupil, à l'époque c'était son marchand. À Paris, on ne m'achète que très difficilement. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que je suis un artiste qui étonne. Il a une conscience, toujours, il aura toujours une conscience de sa modernité, de cette incapacité justement à faire passer. Alors aujourd'hui, que faisons-nous dans cette maison? Nous essayons de faire passer le message, bien sûr, fondamental, celui de Gauguin. Nous faisons aussi des expos temporaires autour de la maison, autour de l'articulation de ce décor. Il faut faire vivre les choses, il faut les faire respirer. Donc c'était sans doute la mentalité qu'avait Marie-Henri à l'époque, et c'est surtout ce qu'aurait voulu Gauguin et tous ceux qui l'ont suivi, surtout pas rester figé comme un écomusée, quelle horreur. Hein, donc on fait beaucoup de petites, plusieurs fois dans l'année, de petites expositions temporaires sur les artistes qui sont venus au Pouldu par la suite, hein, comme ici, comme des vues que vous avez... tout en respectant bien sûr le contexte et le décor. Hein. Voilà d'autres vues faites par André Lavieille, dont cette jeune femme que très peu de gens aussi connaissent, qui est un artiste à découvrir. Voilà donc des vues de la chambre de Marie-Henri avec des objets toujours qui lui ont appartenu. Voilà la petite crique d'en bas que vous avez vue en photo, faite par lui ou faite par d'autres. La salle de bain, il y avait une salle de bain, Marie-Henri avait fait faire une salle de bain, venant de Paris, elle voulait une certaine modernité. Voilà la Villa Mauduit qu'on a vue tout à l'heure en photo, qui était donc leurs ateliers vus par cette jeune femme. Et pour finir, eh bien, nous découvrirons le travail actuel d'un artiste, parce qu'il y a encore beaucoup d'artistes qui vivent au Pouldu, dont en particulier Claude Var, qui est un très grand graveur, un des plus grands graveurs français actuels, qui vit au Pouldu et qui va fêter ses 80 ans une rétrospective magnifique au musée de l'Orient qui est en train de se monter sur son travail, 80 ans de gravure et de peinture. Et ici, vous avez donc des petits, je finirai mon propos avec des petits clins d'œil faits par des enfants, parce qu'il y a beaucoup de visites de classe et on essaie de vivre ça aussi au niveau des scolaires. C'est très important d'enraciner la mémoire picturale très tôt. Alors là, j'ai choisi évidemment, c'était rigolo de voir un petit japonais qui était passé, hein, qui a signé. Voilà encore un travail de Claude Var. Et là, évidemment, puisqu'on a parlé du Mexique tout à l'heure, du Pérou et du fantasme autour de l'Amérique du Sud, voilà un petit Mexicain qui est passé, hein, et qui nous a dit tout le bonheur qu'il avait eu de visiter cette maison. Voilà, je finirai sur ce texte. J'ai certainement été un petit peu longue, j'espère que je ne vous ai pas quand même trop ennuyé. Hein, on va finir là-dessus. Tu n'es pas folle, il écrit à sa femme encore une fois, je suis un grand artiste et je le sais. C'est parce que je le suis que j'ai enduré tant de souffrances. Mon centre artistique est dans mon cerveau et pas ailleurs. J'ai un but et le poursuis toujours, je suis seule, logique, ainsi je trouve bien peu, sous-entendu de gens, qui me suivent longtemps. Il écrit ça en 92, donc il n'a pas encore quitté le Pouldu, et je finirai sur ce petit dessin, cette petite esquisse toute simple, signée PG. Voilà, je vous remercie. Je suis sûr que vous